le milliardaire s'est déguisé en agent d'entretien dans son propre complexe hôtelier et seule l'aide cuisinière lui donnait de la nourriture chaque jour, sans savoir qu'il était milliardaire. Préparez-vous pour une histoire où le luxe et l'humilité échangent leur place. Plongeons dans le voyage surprenant de Beckett et Morgan. Si vous appréciez les histoires légères et amusantes pleines de rebondissements, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et à la fin, commentez ce que vous en avez pensé. Bonne histoire à tous. Beckett Shaw était l'un des hommes les plus riches de la ville. Et à ce moment précis, il était à genoux sur le sol en marbre du hall, frottant une tache qui ne voulait pas partir quoi qu'il arrive. Le Cliffside Pacific Resort s'était réveillé couvert par le brouillard typique de la côte de Monterey. À travers les parois de verre, l'océan ressemblait à une peinture dans les tons de gris et de bleu. Les mouettes tournaient autour du bâtiment, comme si elles savaient qu'à l'intérieur, il y avait des gens trop riches pour se soucier d'elles. Les premiers clients descendaient déjà pour le petit déjeuner, traînant des peignoirs blancs et des expressions de personnes ayant payé une fortune pour avoir l'air de s'ennuyer. Aucun d'entre eux ne regarda l'homme en uniforme bleu marine agenouillé dans le coin. Beckett frotta plus fort. La tache restait là, immobile, semblant presque se moquer de lui. « Et vous là-bas » Il leva les yeux. Une femme en talons hauts et d'énormes lunettes de soleil pointaient le sol comme si elle indiquait un insecte. « Il y a une marque sur le sol près de l'ascenseur. Pouvez-vous vous en occuper » Beckett ouvrit la bouche pour répondre, mais elle lui avait déjà tourné le dos et se dirigeait vers le restaurant. Le son de ses talons résonnait dans le hall comme de petits marteaux d'indifférence. Il regarda la marque qu'il était en train de nettoyer. Puis il regarda la marque près de l'ascenseur. Elles étaient à la même distance de lui. La femme avait simplement choisi de faire tout le tour pour se plaindre au lieu d'attendre 3 secondes. Fascinant. Beckett Shaw avait construit ce complexe de toutes pièces. Il avait approuvé chaque détail de la conception, de la courbe des fenêtres à la température exacte des piscines. Il avait signé des chèques, conclu des accords et était apparu sur les couvertures de magazines économiques, souriant à côté de phrases comme « le visionnaire derrière l'empire hôtelier ». Et maintenant, il découvrait que personne ne pouvait attendre 3 secondes. La matinée se poursuivit à ce rythme. Beckett nettoyait, portait, organisait et était ignoré avec une constance impressionnante. En 4 heures de travail, exactement 0 personne ne lui demanda son nom. 3 personnes lui demandèrent de s'écarter. Une personne faillit trébucher sur lui et se plaignit comme si Beckett était apparu de nulle part dans le seul but de perturber sa marche vers le sauna. Vers midi, l'estomac de Beckett commença à protester. Il n'avait rien mangé depuis la veille. Dans la précipitation pour commencer l'expérience, il avait oublié des détails basiques, comme par exemple l'endroit où les employés temporaires pouvaient prendre leur repas. Le manuel qu'il avait reçu mentionnait quelque chose à propos d'une cafétéria, mais les directions étaient si vagues qu'il soupçonnait qu'elles avaient été écrites par quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds dans le bâtiment. L'odeur provenant de la cuisine principale l'atteignit comme une torture aromatique. De l'ail, du beurre, quelque chose de grillé qui coûtait probablement le salaire hebdomadaire d'un agent d'entretien. Beckett s'approcha de l'entrée latérale où les employés allaient et venaient en portant des plateaux. Peut-être que quelqu'un pourrait lui indiquer la cafétéria. Peut-être y avait-il une machine à collation quelque part. Peut-être pourrait-il simplement exister là pendant 2 minutes, sans que personne ne lui crie dessus. « Hé, vous sortez de là, hein ?» Homme en tablier, blanc, et avec l'expression de quelqu'un qui avait avalé un citron acide, s'avança vers lui. « Le personnel d'entretien ne traîne pas dans la zone de la cuisine. Combien de fois dois-je le répéter? Je cherchais juste. Peu importe ce que vous cherchiez. Retournez dans votre section. Mais je ne sais même pas où se trouve la cafétéria. » L'homme s'arrêta. Il regarda Beckett comme s'il venait de confesser qu'il ne savait pas comment attacher ses propres chaussures. « Vous ne savez pas où est la cafétéria? Je suis nouveau. J'ai commencé aujourd'hui. Et personne ne vous a montré. Apparemment. » Pas. L'homme laissa échapper un soupir qui semblait porter le poids de toutes les mauvaises décisions qu'il avait prises dans sa vie. En bas, 3e porte à gauche après le stockage des serviettes, mais ça ferme à 2 heures, alors bonne chance. Beckett regarda sa montre. 13h53.
Il courut, ou du moins essaya de courir. L'uniforme n'était pas exactement conçu pour la vitesse, et le chariot de nettoyage qu'il poussait encore semblait avoir développé sa propre personnalité dédiée à heurter chaque coin possible. Lorsqu'il atteignit enfin la 3e porte à gauche, après le stockage des serviettes, un employé abaissait une grille métallique. « Attendez, il reste encore 2 minutes. » L'employé le regarda avec l'expression vide de quelqu'un qui avait cessé de s'en soucier il y a longtemps. L'horloge de la cafétéria avance. La grille descendit complètement. Beckett resta là, en sueur, essoufflé, avec l'estomac gargouillant assez fort pour résonner dans le couloir vide. Il possédait 47 restaurants dans 12 pays. Il avait dîné avec des chefs d'État. Une fois, il avait reçu un prix d'excellence, gastronomique dont il ne connaissait même pas l'existence. Et il ne pouvait pas obtenir un sandwich dans son propre hôtel. Il y avait quelque chose de poétique là-dedans, ou peut-être juste de pathétique. Beckett était encore en train de décider quelle option choisir lorsqu'il entendit du bruit. La cuisine principale était en plein chaos pour le dîner. Bien qu'il soit encore tôt, la préparation avait déjà commencé, et le son qui en provenait semblait être une combinaison d'un orchestre désaccordé et d'un chantier de construction. Des casseroles s'entrechoquaient, des voix criaient. Quelque chose grésillait sur la cuisinière avec une intensité qui suggérait un drame culinaire en cours. Beckett s'approcha de nouveau, cette fois plus prudemment. Il voulait juste regarder. Il voulait juste comprendre comment cet écosystème qu'il supervisait théoriquement fonctionnait, mais qu'il n'avait clairement jamais vraiment observé. Plus de crevettes. Nous avons besoin de plus de crevettes. Le fourre-toi fait encore ce bruit. Qui a pris ma spatule? C'était ma spatule préférée. Au milieu de tout cela, Beckett vit une silhouette se déplaçant avec une précision chirurgicale à travers le chaos. Une femme avec les cheveux attachés en arrière, un tablier taché et des expressions qui alternaient entre une concentration absolue et un amusement tranquille. Elle coupait, assaisonnait, organisait et trouvait encore le temps de lever les yeux au ciel chaque fois que quelqu'un criait quelque chose de particulièrement dramatique. C'était comme regarder un ballet dans une zone de guerre. « Hé, encore vous !» Le même homme que tout à l'heure s'avança vers lui, cette fois avec une poêle à la main que Beckett espérait sincèrement être vide. « Je vous ai déjà dit que le personnel d'entretien ne traîne pas ici. Je m'en... Allez !» Beckett recula. L'homme continuait de faire des gestes comme s'il chassait un pigeon, particulièrement persistant. Les autres membres du personnel de cuisine ne le regardèrent même pas. C'était juste un autre agent d'entretien qui se faisait expulser. Cela arrivait probablement 3 fois par jour. Il était presque dans le couloir quand quelque chose glissa dans sa direction sur le comptoir en acier. Une assiette, simple, discrète, presque invisible au milieu de toute cette précipitation. Du riz, des légumes grillés et ce qui semblait être du poisson effiloché aux herbes. Rien de sophistiqué, mais assemblé avec un soin qui contrastait avec le chaos environnant. Beckett leva les yeux. La femme du balai culinaire lui tournait le dos, déjà impliquée dans une autre tâche. Mais il y avait quelque chose dans l'angle de ses épaules qui suggérait qu'elle savait. Elle savait exactement ce qu'elle avait fait. « Mangez vite avant que Gérald ne revienne », dit-elle sans se retourner. Il devient encore plus insupportable quand il réalise qu'il a raté une occasion de crier sur quelqu'un. Beckett saisit l'assiette. La chaleur traversa ses doigts. « Merci. » Fourchette sur le côté gauche du comptoir. « Ne prenez pas celle de droite. C'est celle de Marcos. Et il a des problèmes d'attachement émotionnel avec ses ustensiles. » Elle continuait de travailler, ses mains ne s'arrêtant jamais, mais un sourire infime courbait le coin de sa bouche. Beckett mangea là, debout dans le coin le plus sombre qu'il put trouver. La nourriture était simple, mais elle avait le goût du salut. Chaque bouchée était un rappel qu'il n'avait rien mangé depuis presque 20 heures, et que peut-être, juste peut-être, il aurait dû mieux planifier cette aventure. Quand il eut fini, la femme avait déjà disparu dans l'ouragan de casseroles et de commandes. Il laissa l'assiette dans un endroit discret et retourna dans le couloir, analysant encore ce qui s'était passé. En une journée entière de travail, une personne l'avait regardé et avait vu quelque chose au-delà de l'uniforme. Une personne avait remarqué qu'il avait faim. Une personne avait fait quelque chose sans rien attendre en retour, sans demander qui il était ou pourquoi il méritait de l'aide.
Beckett s'appuya contre le mur du couloir et resta là un moment. Il était venu au complexe pour découvrir ce qui ne fonctionnait pas, pour comprendre où se trouvaient les problèmes que les rapports ne montraient pas et que les gestionnaires ne mentionnaient pas. Il s'attendait à trouver des défaillances opérationnelles, des inefficacités, peut-être quelques logiciels de cabotage, détournements financiers cachés dans des feuilles de calcul confuses. Il ne s'attendait pas à trouver de la gentillesse, là où il devrait y avoir de l'indifférence. Il ne s'attendait pas à ce que la seule personne à le traiter comme un être humain soit une aide cuisinière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Beckett prit une décision là, dans le couloir vide, qui sentait le produit de nettoyage et l'air marin. Il allait continuer, non plus seulement pour enquêter sur les problèmes ou collecter des informations, non plus seulement comme un exercice d'humilité commerciale ou de curiosité sociologique. Il allait continuer parce qu'il voulait savoir qui était cette femme qui poussait des assiettes vers des agents d'entretien, affamés au milieu du chaos. Et parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait fait quelque chose pour lui sans savoir combien il valait. La journée suivante commencerait dans quelques heures. Beckett retourna à son poste, saisit le chariot de nettoyage et continua de travailler. Mais maintenant, chaque fois qu'il passait près de la zone de la cuisine, il ralentissait le pas, juste un peu, juste assez pour voir si elle était là. La troisième assiette apparut à l'intérieur d'un seau à serpillière. Beckett la fixa pendant une bonne dizaine de secondes, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait cacher du riz avec du poulet, grillé dans le seul endroit où personne ne penserait jamais à regarder. Le contenant était propre, évidemment, mais quand même, la créativité était presque troublante. 3 jours s'étaient écoulés depuis la première assiette poussée en secret. 3 jours durant lesquels Beckett découvrit que tourner autour de la cuisine pendant les heures de pointe était devenue sa nouvelle activité préférée. Ce n'était pas pour la nourriture. Enfin, c'était un peu pour la nourriture, mais surtout pour le jeu. Morgan Rhee avait transformé le fait de nourrir l'agent d'entretien affamé en une sorte de sport olympique. Derrière l'extincteur, murmura-t-elle en passant près de lui, portant une pile de casseroles. Assiette bleue. Beckett attendit 30 secondes et alla vers l'extincteur. L'assiette bleue était là, encore chaude, couverte d'une serviette, sur laquelle un visage souriant était dessiné au stylo. Il rit tout seul dans le couloir. La 4e fois, Morgan cacha un récipient entier de déjeuner dans le placard des fournitures de nettoyage. La 5e fois, elle laissa des instructions sous forme d'énigmes écrites sur une serviette. La 6e fois, elle lança simplement un petit pain fourré dans sa direction en faisant semblant de trébucher. « Vous avez une bonne visée », commenta Beckett plus tard quand il réussit à la trouver seule, près de la chambre froide. « J'ai 5 frères et sœurs plus jeunes. Si vous n'apprenez pas à lancer la nourriture avec précision, vous ne survivez pas au dîner de Thanksgiving. 5. Ma mère avait des théories intéressantes sur la planification familiale. Beckett enregistra cette information. C'était la première chose personnelle qu'elle partageait, et il réalisa qu'il voulait en savoir plus. Beaucoup plus. Le problème était que plus il passait de temps à faire semblant d'être un agent d'entretien, plus il devenait évident qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. « Pourquoi cirez-vous le sol avec du vernis à meubles » Beckett se figea. Morgan se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle de réception, les bras croisés, l'expression partagée entre l'horreur et l'amusement. « Ce n'est pas de la cire pour le sol, c'est pour polir le bois. Le sol est en marbre. Oh, vous allez créer une patinoire. Cela explique pourquoi ce client a failli faire un grand écart. Involontaire tout à l'heure, Morgan couvrit sa bouche de sa main, mais le rire s'échappa quand même. Comment avez-vous obtenu ce travail? J'ai un curriculum vitae très créatif, apparemment. Elle entra dans la pièce et saisit un chiffon propre sur une étagère dont Beckett n'avait même pas remarqué l'existence. D'abord, vous enlevez tout ça. Ensuite, vous utilisez le bon produit. Celui-là, le bleu avec écrit marbre en grosses lettres. Pour ma défense, les lettres ne sont pas si grosses. Elles font la taille de ma main. Beckett regarda ses mains. Elles étaient petites, avec de légères cicatrices de brûlure sur les doigts. Des mains de quelqu'un qui travaillait vraiment. Il commença à nettoyer le désordre qu'il avait créé. « Est-ce que vous apprenez toujours aux collègues incompétents? Ou suis-je spécial ?»
Vous êtes le premier qui a confondu le vernis à meubles avec la cire pour sol. Cela vous place dans une catégorie unique. Je préfère y voir de l'innovation. Je préfère y voir une plainte pour négligence en attente. » Ils travaillèrent ensemble en silence pendant quelques minutes. Ce silence était confortable. Beckett ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était senti tranquille près de quelqu'un sans ressentir le besoin de remplir l'espace avec des discussions d'affaires ou des analyses de marché. « 16 heures, dit Morgan soudainement. « Quoi ? Mon quart de travail d'hier, 16 heures. Le sous-chef est tombé malade et personne ne voulait le remplacer. C'est autorisé ?» Morgan rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. « C'est un mardi normal ici. » Beckett s'arrêta de frotter. Il savait théoriquement que les hôtels fonctionnaient 24 heures sur 24. Il savait qu'il y avait des roulements, des horaires, des heures supplémentaires. Mais 16 heures d'affilée dans une cuisine industrielle, sous la chaleur et la pression, à couper, porter, organiser sans arrêt. Et vous êtes revenu aujourd'hui ? Je paye un loyer à San Francisco. Vous connaissez les prix ? Il les connaissait. Il était partiellement responsable de certains d'entre eux, compte tenu des propriétés commerciales qu'il possédait dans la région. Cette information resta bloquée dans sa gorge comme une arête de poisson. 1723, continua Morgan en regardant le sol qui était maintenant presque présentable. 7,23 quoi ? Par heure. C'est ce que je gagne. Après 3 ans ici. Beckett sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il dépensait plus que cela en café par jour. Parfois du mauvais café d'aéroport, parce qu'il était trop pressé pour choisir. « Morgan !» La voix coupa l'air comme une lame de glace. Clayton Briggs apparut dans l'embrasure de la porte comme un nuage d'orage sous forme humaine. Costume impeccable, cheveux sculptés avec une précision chirurgicale, expression de quelqu'un qui venait de marcher sur quelque chose de désagréable et décidait qui blâmer. « Pourquoi êtes-vous ici au lieu d'être dans la cuisine ?»« Ma pause déjeuner, monsieur, a commencé il y a 5 minutes. Et vous avez décidé de passer ce temps précieux à bavarder avec le personnel de nettoyage. » La façon dont il disait « personnel de nettoyage » donnait à Beckett l'impression d'avoir été insulté bien plus grossièrement. « J'aidais pour un problème sur le sol. Vous n'êtes pas payé pour aider avec les problèmes sur le sol. Vous êtes payé pour cuisiner. Si on peut appeler ce que vous faites cuisiner. » Morgan ne répondit pas. Elle resta simplement là, le menton levé, les yeux fixés sur un point au-dessus de l'épaule de Clayton. C'était la posture de quelqu'un qui avait déjà appris que réagir ne faisait qu'empirer les choses. Beckett sentit la colère monter comme le mercure dans un thermomètre. « Les plats d'hier étaient inconsistants, » continua Clayton, apparemment en train de s'échauffer pour un discours complet. La présentation du risotto était amateur, et j'ai reçu des plaintes concernant la température du poisson. Le four 3 est cassé depuis 2 semaines, monsieur. Je l'ai déjà signalé 3 fois. Alors vous auriez dû compenser. C'est ce que font les professionnels. Ils compensent, ils s'adaptent. Ils ne cherchent pas d'excuses. Beckett ouvrit la bouche puis la referma. Chaque cellule de son corps voulait intervenir, voulait dire que le four 3 était cassé parce que la demande de maintenance avait été refusée pour réduire les coûts. Il voulait dire qu'il le savait parce qu'il avait approuvé la coupe budgétaire il y a 6 mois, sans poser une seule question. Mais il ne pouvait rien dire. Pas encore. Clayton remarqua enfin qu'il y avait une autre personne dans la pièce. « Qui êtes-vous »« Beckett. Maintenance temporaire. »« Temporaire ?»« Oui, monsieur. » Clayton l'étudia avec ce regard de rayon. X que les directeurs d'hôtel de luxe semblent développer après des années de pratique. « Qui vous a embauché ?»« Les ressources humaines, monsieur. »« Quel nom ?»« Qui a signé vos documents ?» Beckett hésita une demi-seconde. Ce fut suffisant. Clayton inclina la tête, comme un prédateur qui venait de détecter un mouvement dans sa vision périphérique. Intéressant. Un agent d'entretien temporaire qui ne sait pas qui l'a embauché. C'était un processus en ligne, monsieur. Beaucoup de personnes impliquées. Je vois. Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais parut une éternité. Clayton se tourna vers Morgan. 5 minutes cuisine, et que je ne vous reprenne plus à bavarder. Il partit sans se retourner, mais Beckett remarqua que ses yeux firent un dernier balayage de la pièce, cataloguant, classant, planifiant.
Morgan laissa échapper l'air qu'elle retenait. « Vous devez faire attention avec lui. J'ai remarqué. »« Non, vous n'avez pas remarqué. Clayton n'oublie jamais un visage, et il vient de mémoriser le vôtre. » Elle se dépêcha de sortir, laissant Beckett seul avec le sol en marbre, enfin propre, et le sentiment croissant qu'il venait de placer une cible sur son propre dos. Au bout du couloir, Clayton Briggs s'arrêta devant un ordinateur et tapa une recherche rapide dans le système des employés. Beckett Shaw Maintenance Temporaire. Le curseur clignota 3 fois. Aucun résultat trouvé. Clayton Briggs collectionnait les stylos de luxe, les cravates importées et la peur des employés. Ce matin-là, il portait ces 3 choses en traversant le hall du complexe comme un requin dans ses eaux territoriales. Les employés s'écartaient par instinct, certains prétendant avoir des tâches urgentes qui n'existaient pas, d'autres disparaissant simplement dans les couloirs latéraux comme des magiciens de cirque. Beckett observait tout depuis le coin, où il faisait semblant de polir la même main courante depuis 20 minutes. Depuis la recherche dans le système la veille au soir, Clayton avait intensifié sa présence. Il apparaissait dans des endroits inattendus, posait des questions au hasard, observait des détails que personne ne devrait remarquer. C'était comme travailler sous le regard d'un aigle ayant des problèmes de confiance. « Réunion générale !» La voix de Clayton coupa l'air du hall. Tout le personnel de service, salle de réception B maintenant. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Beckett lâcha son chiffon et suivit le flux d'uniformes nerveux vers la salle. Du coin de l'œil, il vit Morgan sortir de la cuisine, s'essuyant les mains, sur son tablier, avec une expression mêlant résignation et irritation à parts égales. Leurs regards se croisèrent pendant une demi-seconde. Morgan leva les yeux au ciel d'une manière qui signifiait clairement « C'est reparti pour un tour ». Beckett dut se mordre la lèvre pour ne pas rire. La salle de réception. B était normalement réservée aux mariages et aux conférences d'entreprise. Aujourd'hui, elle abritait 40 employés serrés entre des chaises empilées et des tables pliantes, tous avec la même expression de personnes qui préféreraient être n'importe où ailleurs sur la planète. Clayton se positionna devant comme un général, sur le point d'annoncer une bataille. Résultat trimestriel, commença-t-il sans préambule. En dessous des attentes, un murmure parcourut la salle. Le conseil d'administration met en œuvre des ajustements, des coupes budgétaires, une restructuration de l'équipe. Morgan croisa les bras. Beckett remarqua que ses doigts étaient serrés assez fort pour laisser des marques. Certaines zones seront particulièrement touchées, continua Clayton, et ses yeux firent une pause calculée en direction de la cuisine. L'efficacité est le mot d'ordre du moment. Ceux qui ne s'adaptent pas seront réaffectés ou licenciés. Excusez-moi, la voix de Morgan coupa le silence. Quand vous dites s'adapter, que voulez-vous dire exactement? Clayton se tourna vers elle avec la lenteur d'un serpent se préparant à frapper. Cela signifie faire le travail sans se plaindre. Cela signifie ne pas remettre en question les décisions supérieures. Cela signifie, mademoiselle Ray, ne pas interrompre les réunions avec des questions inutiles. Je voulais juste de la clarté, monsieur, pour m'adapter correctement. Le sarcasme était subtil mais présent. Beckett vit le coin de la bouche d'un cuisinier tressaillir, essayant de retenir un rire. Clayton le vit aussi. Vous, il pointa Beckett du doigt, le temporaire. Beckett sentit 40 paires d'yeux se tourner vers lui. Monsieur, la terrasse a besoin d'un nettoyage immédiat. Un client s'est plaint de marques sur le verre. La terrasse était en rénovation, monsieur. Entourée de barrières. Et maintenant, elle est ouverte pour inspection, allez-y. Mais le dîner de gala commence dans 1 heure et l'accès. Remettez-vous en question un ordre direct? Beckett ravala la réponse qu'il voulait donner. Que cette terrasse était fermée pour des raisons de sécurité, qu'il avait lui-même approuvé, qu'il n'y avait pas d'équipement adéquat pour le nettoyage extérieur, que toute cette situation était une démonstration évidente de pouvoir mesquin. Non, monsieur. Excellent. Je veux que ce verre brille quand je reviendrai. Vérifiez, Clayton. Mit fin à la réunion d'un geste de la main. Les employés se dispersèrent comme des feuilles au vent, murmurant entre eux sur des tons qui n'atteignaient pas les oreilles du directeur. Morgan rattrapa Beckett dans le couloir. Chez la terrasse, ce n'a même pas d'échelle d'accès. J'ai remarqué qu'il me teste. J'ai remarqué aussi,
Morgan regarda autour d'elle, s'assurant qu'ils étaient seuls. Il y a une échelle de service dans le débarras. 3. Personne ne l'utilise parce qu'elle grince, mais elle fonctionne. Et prenez un seau avec un long manche. Le verre là-bas est incliné. Comment savez-vous tout cela? Parce qu'il m'a déjà fait nettoyer cette terrasse 2 fois. Une fois pendant une tempête. Beckett s'arrêta de marcher. Pendant une tempête. Il a dit que des clients s'étaient plaints que les gouttes de pluie interféraient avec la vue. Cela n'a absolument aucun sens. Bienvenue au Cliffside Pacific Resort. Elle lui tapota l'épaule et disparut vers la cuisine. Beckett trouva l'échelle dans le débarras 3. Elle grinçait exactement comme Morgan l'avait prévenu, produisant un son qui ressemblait à un bateau pirate dans un film d'aventure bon marché. Le seau avec le long manche était caché derrière, une pile de chaises cassées que personne n'avait manifestement touché depuis des années. La terrasse était pire qu'il ne l'imaginait. Incliné à un angle défiant les bases de la physique, le verre panoramique offrait une vue spectaculaire sur l'océan. Beckett se positionna sur le plat et commença à nettoyer, déplaçant la serpillière avec la délicatesse d'un chirurgien opérant une veine principale. On dirait un flamant rose essayant de nettoyer une vitre. Beckett faillit lâcher le seau. Morgan se tenait à la porte de service, tenant une assiette recouverte de papier d'aluminium. « Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai apporté votre dîner. Je me suis douté que vous rateriez encore les heures de la cafétéria. Comment? Saviez-vous où j'étais? Tout le monde sait où vous êtes. Le bruit de cette échelle s'entend depuis le parking. Et puis j'ai réalisé que vous n'aviez pas encore fini le travail. » Elle s'approcha prudemment, s'équilibrant sur le rebord, comme si elle faisait cela tous les jours. « Poulet aux légumes, reste de la préparation du dîner de gala. Vous allez avoir des ennuis si Clayton découvre que vous avez quitté la cuisine. Clayton est trop occupé à vérifier si les verres en cristal sont alignés à des angles exacts de 45 degrés. J'ai environ 10 minutes. » Beckett accepta l'assiette. Ses doigts effleurèrent les siens un instant. « Pourquoi faites-vous cela? » « Faire quoi? » « M'aider en risquant d'avoir des ennuis. Apporter de la nourriture à un gars que vous connaissez. » Depuis moins d'une semaine, Morgan resta silencieuse un moment, regardant l'océan. « Parce que quelqu'un a fait cela pour moi quand j'ai commencé ici. Une cuisinière nommée Madame Ruth. Elle est à la retraite maintenant. Mais elle disait qu'on ne survit dans des endroits comme celui-ci que si l'on prend soin les uns des autres et vous prenez soin de tout le monde, seulement de ceux qui semblent en avoir besoin. Et je semble en avoir besoin. » Morgan le regarda, puis regarda le seau de fortune, puis l'échelle qui grinçait encore sous le vent. « Vous nettoyez une vitre. Incliné pendant un dîner de gala parce qu'un homme en cravate vous l'a dit. Oui, vous semblez en avoir besoin. » Beckett rit. Un vrai rire, le genre qui s'échappe sans permission. « Clayton a mentionné une réaffectation aujourd'hui, » dit-il après un moment. « Est-ce que cela vous affecte? » L'expression de Morgan changea. Juste un peu, mais assez. Cela affecte tous ceux qui ne font pas partie de son club de favoris. Et vous n'en faites pas partie. Je pose trop de questions. Je remets les choses en question. Je suggère des améliorations. Aucune de ces qualités n'est appréciée par des directeurs comme Clayton. Alors je pourrais être transféré ou licencié. Il a été très clair après la réunion. Il m'a parlé directement. Quand les autres sont partis, Beckett sentit cette colère familière monter à nouveau. Qu'a-t-il dit exactement? Morgan imita la voix pompeuse de Clayton avec une précision troublante. « Mademoiselle Ray, votre attitude nécessite des ajustements significatifs. Le complexe n'a pas de place pour les employés qui ne comprennent pas la hiérarchie. Considérez ceci comme votre dernier avertissement. » Dernier? Avertissement pour avoir posé une question en réunion. Dernier avertissement pour exister d'une manière qu'ils ne contrôlent pas. Le vent marin soufflait entre eux, portant le son lointain de la musique de la salle de gala. « Je dois y retourner, » dit Morgan. « Et vous devez finir cette vitre avant qu'il n'apparaisse. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Beckett, oui, merci d'avoir demandé. La plupart des gens ne demandent tout simplement pas. » Elle disparut par l'échelle grinçante.
Beckett resta là, tenant l'assiette de poulet qui refroidissait déjà, regardant la vitre qui reflétait un coucher de soleil spectaculaire qu'aucun client ne verrait ce soir-là. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé cette expérience, il ne pensait pas au rapport, au profit ou aux stratégies commerciales. Il pensait seulement à la façon de protéger une personne qui ne savait pas qu'il avait le pouvoir de le faire. En bas, Clayton Briggs finissait de vérifier les verres en cristal quand son téléphone vibra. Un message du département des ressources humaines concernant l'employé mentionné. Aucune trace d'embauche formelle. Documentation incomplète en attente. D'instruction. Clayton sourit pour la première fois de la journée. L'horloge de la zone de service marquait 23h47 quand Morgan laissa échapper le plus grand rire que Beckett ait jamais entendu. Ils étaient assis sur le quai de déchargement, cet espace oublié entre la cuisine et le parking où les camions de livraison déchargent les fournitures à l'aube. Ce n'était pas beau, ce n'était pas confortable, mais c'était le seul endroit du complexe où Clayton Briggs n'apparaissait jamais. « Attendez, attendez. » Morgan essuya une larme au coin de son œil. « Vous me dites que vous n'avez jamais fait frire un œuf de votre vie ?»« J'ai dit que j'ai essayé de faire frire un œuf une fois. Le résultat a été différent de ce qui était attendu. » « Différent comment ? Disons simplement que l'alarme incendie de mon appartement en a encore un traumatisme. » Morgan se plia de rire, le son résonnant dans l'espace vide. Une semaine s'était écoulée depuis la scène de la terrasse. Une semaine de rencontres volées à la fin des quarts de travail, de conversations murmurées entre deux tâches, de blagues échangées par des regards rapides quand Clayton passait. Le quai de déchargement était devenu leur territoire, un refuge improvisé, où le monde du complexe ne pénétrait pas. « Racontez-moi une autre », demanda Beckett. « Une de ces histoires absurdes. » Morgan réfléchit un instant, ses yeux brillants de cette énergie qui apparaissait quand elle s'apprêtait à raconter quelque chose de bon. L'année dernière, un client a demandé à la cuisine de préparer un gâteau d'anniversaire pour son chien. Cela n'a pas l'air si absurde. Le chien était allergique au gluten, au lactose et au bonheur. Apparemment, le gâteau devait être végétalien, biologique et en forme d'os. Et vous l'avez fait ? On l'a fait. On l'a apporté à la suite, sur un plateau en argent. Le chien a regardé le gâteau, nous a regardé et est allé dormir sur le canapé. Il n'a même pas goûté, même pas senti. Le client était tellement offensé qu'il a exigé qu'on refasse le gâteau sous une forme différente. On a passé 3 jours à le refaire. Forme de balle, forme de lune, la forme de quelqu'un. Chose qu'il appelait essence, canine. C'est quoi l'essence? Canine sous forme de gâteau? À ce jour, je l'ignore. On a fait quelque chose qui ressemblait à un nuage difforme, et il l'a accepté. Et le chien a continué à tout ignorer. Cet animal était mon héros. Beckett rit sincèrement, de cette façon qui fait mal aux côtes. À votre tour, dit Morgan. Dites-moi quelque chose sur votre vie. Quelque chose de réel. La question prit Beckett au dépourvu. Il avait passé des jours à construire une version soigneusement éditée de lui-même. Un gars simple aux origines simples, avec une vie simple. J'ai grandi sur la côte Est, dit-il, choisissant chaque mot avec soin. Petite famille. J'ai travaillé dans plusieurs endroits différents. Quel genre d'endroits? Des bureaux, surtout des choses administratives. Vous n'avez pas l'air d'un gars de bureau. Comment ça? Morgan inclina la tête, l'étudiant. Vous observez trop. Les gens de bureau regardent les feuilles de calcul. Vous regardez les gens. Beckett sentit son cœur s'emballer. Elle était trop perspicace. Peut-être suis-je juste curieux. Peut-être. Ou peut-être que vous cachez quelque chose. L'air entre eux devint électrique pendant 1 seconde. 2 secondes. 3. Morgan sourit. Détendez-vous. Tout le monde ici cache quelque chose. Marco de la cuisine a une chaîne de cuisine sur Internet qu'il jure que personne ne connaît. Linda de la réception écrit des romans pendant son temps libre. Moi-même, j'ai un carnet rempli de recettes que je veux tester un jour. Quand j'aurai ma propre cuisine, vous voulez avoir votre propre restaurant. La question sortit avant que Beckett ne puisse s'en empêcher. Morgan haussa les épaules, mais il y avait quelque chose de vulnérable dans le geste. Vieux rêve! Cela restera probablement un rêve, mais c'est bien d'avoir quelque chose à imaginer quand Clayton hurle à propos de la température de la sauce. Pourquoi un rêve?
Pourquoi pas un plan? Parce que les plans nécessitent de l'argent, du temps et des opportunités. J'ai des journées de travail de 16 heures et c'est un loyer qui prend 80% de mon salaire. Beckett ravala la réponse qu'il voulait donner. Qu'il pourrait changer cela, qu'il ne faudrait qu'un coup de téléphone, une signature, une décision, mais que cela détruirait tout. Et Morgan changea de sujet avec l'agilité de quelqu'un qui pratiquait depuis des années. Vous devez apprendre à vous défendre contre Clayton. Me défendre? Comment? Verbalement. Vous restez là comme une statue quand il commence à hurler. Cela ne fait que l'exciter davantage. Et que devrais-je faire? Morgan se leva, adoptant une posture pompeuse qui imitait Clayton, avec une précision effrayante. Monsieur l'agent d'entretien, elle prit une voix grave. Pourquoi ce couloir ne brillait-il pas? Beckett se prêta au jeu. Parce que la cire est encore en train de sécher. Monsieur, non. Morgan sortit de son personnage. De cette façon, vous vous justifiez. Clayton ne veut pas de justification. Il veut de la soumission ou de la résistance. Choisissez l'une des deux. Et la résistance? N'empire-t-elle pas les choses? Cela empire pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre. Écoutez, la technique est celle-ci. Elle reprit la pose de Clayton. Monsieur l'agent d'entretien, pourquoi ce couloir ne brille-t-il pas? Beckett s'éclaircit la gorge et essaya de nouveau. Le couloir brillera dans 15 minutes, monsieur. Souhaitez-vous que je donne la priorité à une autre zone en attendant? Les yeux de Morgan s'agrandirent. C'est ça. Vous avez répondu sans vous justifier et vous lui avez renvoyé la décision. Clayton déteste devoir décider de petites choses. Il partira juste pour éviter d'avoir à répondre. Vous avez développé toute une science à ce sujet. 3 ans de champ de bataille vous apprennent beaucoup. Ils rirent ensemble, le son se mélangeant au bruit lointain des vagues. Pendant un moment, Morgan resta silencieuse, regardant Beckett d'une manière différente, plus douce. L'air entre eux changea encore, mais cette fois, il n'y avait pas de tension. Il y avait autre chose, quelque chose qui retournait l'estomac de Beckett d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Sa radio explosa en parasite. « Morgan cuisine, maintenant !» La voix était celle de Gérald, le superviseur qui avait expulsé Beckett le premier jour. Morgan ferma les yeux une seconde, prit une profonde inspiration et repassa en mode professionnel. « Le devoir m'appelle. Que s'est-il passé ?»« Je ne sais pas, mais d'après le ton, ce n'est pas bon. » Ils coururent vers le bâtiment principal. La cuisine était dans le chaos quand ils arrivèrent, mais un chaos différent de l'habituel. Les gens étaient immobiles, ne travaillant pas. Et au centre de tout, Clayton Briggs tenait une poêle, carbonisée comme s'il s'agissait d'une preuve dans un procès. Qui est responsable de ce poste? Sa voix coupa l'air. Silence. J'ai demandé. Qui est responsable? C'est moi qui couvrais ce poste. Morgan s'avança. Mais je suis parti il y a 1 heure à la fin de mon quart de travail. Donc vous avez laissé la cuisinière allumée en partant? Non, monsieur. J'ai tout éteint. J'ai vérifié 2 fois. Et pourtant, la poêle a brûlé toute seule, magiquement. Quelqu'un a dû l'allumer après mon départ. Clayton sourit. Ce sourire froid que Beckett commençait à reconnaître. Intéressant. Donc, vous accusez vos collègues? Je n'accuse personne. Je dis que j'ai éteint la cuisinière. Votre parole contre une preuve physique? Clayton leva la poêle. Et la preuve physique dit que vous avez été négligente. Beckett observait tout depuis le coin de la cuisine. Il vit les yeux d'un des cuisiniers se détourner. Il vit la culpabilité traverser ce visage une seconde avant de disparaître. Quelqu'un avait utilisé ce poste après Morgan. Quelqu'un avait fait l'erreur. Et ce quelqu'un l'a laissé porter le chapeau. Il ouvrit presque la bouche, fit presque un pas en avant, faillit dire qu'il y avait des caméras de sécurité dans cette zone qui prouverait exactement qui avait fait quoi et quand. Mais cela soulèverait des questions. Comment un agent d'entretien temporaire connaîtrait-il le système de caméra? Pourquoi s'en soucierait-il autant? Beckett resta silencieux et regarda. Clayton déposait un 2e avertissement formel contre Morgan. Quand tout fut fini, quand la cuisine se vida et que les lumières faiblirent, Beckett resta dans le couloir vide. Morgan passa près de lui sans s'arrêter, les yeux rouges mais secs. « Et » l'appela-t-il. Elle ne se retourna pas. « Pas ce soir, Beckett. S'il te plaît. » La porte du vestiaire des femmes se ferma avec un clic doux.
Beckett s'appuya contre le mur et resta là dans l'obscurité, écoutant le son de son propre silence. Il aurait pu empêcher cela, aurait pu la défendre, aurait pu exposer la vérité, et il n'avait rien fait. Le poids de ce choix était différent de n'importe quelle décision d'affaires qu'il avait jamais prise. Il n'y avait pas de chiffres pour le justifier, pas de feuilles de calcul à analyser, pas de consultant à blâmer. Il n'y avait que lui, son mensonge et une femme qui méritait mieux que cela. Cette nuit-là, Beckett ne dormit pas. Et quelque part dans le complexe, un cuisinier nommé Marcus supprimait un message texte qui disait « Merci de ne pas m'avoir dénoncé. Je t'en dois une. » Le destinataire était Clayton Briggs. Beckett Shaw passa l'appel à 3 heures du matin, enfermé dans les toilettes du vestiaire des hommes. « J'ai besoin que vous accédiez au système des ressources humaines du complexe, » murmura-t-il dans le téléphone. À l'autre bout de la ligne, son assistante exécutive, Diana, prit exactement 2 secondes pour se réveiller complètement. « Monsieur Shaw, il est 3 heures du matin. Je sais quelle heure il est. Vous aviez dit que vous ne vouliez aucun contact pendant cette expérience. J'ai changé d'avis. J'ai besoin que vous trouviez un avertissement déposé hier contre une employée nommée Morgan Rhee. Et j'ai besoin que cet avertissement disparaisse. » Silence sur la ligne. « Disparaisse comment, monsieur ? » Comme s'il n'avait jamais existé. Erreur système. Défaillance administrative. N'importe quoi. C'est irrégulier. Diana, en 12 ans, m'avez-vous déjà vu demander quelque chose d'irrégulier? Non, monsieur. Alors, faites-le. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Le lendemain matin, Morgan arriva au travail, s'attendant au pire. Le deuxième avertissement signifiait un entretien avec les ressources humaines, une suspension possible, peut-être un licenciement. Elle avait passé toute la nuit à répéter des arguments, à préparer des défenses, essayant de trouver un moyen de prouver qu'elle n'avait pas laissé la cuisinière allumée. Mais quand elle ouvrit son casier dans le vestiaire, elle n'y trouva que son uniforme propre habituel. Pas de convocation, pas d'enveloppe officielle, rien d'étrange. Elle vérifia le système des employés sur la tablette de la cuisine. Son dossier n'indiquait qu'un seul avertissement. Le premier datant d'il y a des semaines. Le second avait disparu. C'est encore plus étrange. Et, Morgan, Beckett apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, serpillière à la main, avec cette expression de quelqu'un qui essaye très fort d'avoir l'air décontracté. Tout va bien? Tout va très bien en fait. Étrangement bien. C'est une bonne chose, non? Saleste. Je ne sais juste pas. Pourquoi? Beckett haussa les épaules avec un peu plus d'enthousiasme que nécessaire. Parfois les choses s'arrangent. Morgan plissa les yeux. Vous agissez bizarrement. Je suis toujours bizarre. Vous avez dit vous-même que je ressemble à un flamant rose? Essayant de ne pas tomber. C'était dans un contexte spécifique. Les Flamants Roses sont bizarres dans n'importe quel contexte. Elle continuait de le regarder de cette façon qui donnait à Beckett l'impression d'être un livre ouvert lu par quelqu'un qui connaissait toutes les langues. « Qu'est-ce que vous avez fait? Moi? Rien. J'ai nettoyé le hall 2 fois. J'ai failli renverser une statue, mais techniquement elle est toujours debout. Donc ça ne compte. Passe. Beckett Shaw Morgan Rhee, l'avertissement, a disparu. Quel avertissement? Vous savez très bien quel avertissement. Beckett maintint l'expression la plus innocente possible, ce qui n'était probablement pas très convaincant étant donné qu'il n'avait jamais eu besoin de simuler l'innocence. Auparavant dans sa vie, c'était peut-être une erreur. Système. Le système de Clayton ne fait pas d'erreur. Il vérifie tout 3 fois. Peut-être qu'il a passé une mauvaise journée. Les gens ont des mauvaises journées. Même les directeurs maléfiques ont des mauvaises journées. Morgan croisa les bras. Vous cachez quelque chose. Je cache plusieurs choses. Tout le monde cache des choses. Vous avez dit vous-même que Marco a une chaîne de cuisine secrète. C'est différent. Pourquoi? Parce que la chaîne de Marco ne fait pas disparaître des avertissements de nulle part. Un cuisinier passa près d'eux portant une pile de casseroles et lança un regard curieux en direction de la discussion. Morgan baissa la voix. « Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais si vous avez fait quelque chose pour m'aider... »« Si, j'avais fait quelque chose. » L'interrompit Beckett,
Préféreriez-vous que j'aie laissé l'avertissement là? La question prit Morgan au dépourvu. Non, ce n'est pas ça. Alors quel est le problème? Le problème est que je n'aime pas avoir des dettes. Je ne comprends pas. Vous ne me devez rien. C'est exactement ce que disent les gens quand on leur doit quelque chose. Beckett soupira. Morgan, je jure que je n'ai rien fait d'illégal, d'immoral ou qui va vous attirer des ennuis. Je connais juste des gens. Parfois, les choses arrivent. Vous connaissez des gens. Oui, un agent d'entretien temporaire connaît des gens capables d'effacer des dossiers du système des ressources humaines d'un complexe de luxe. Dit de cette façon, cela semblait vraiment absurde. J'ai une vie intéressante, fut la seule réponse qu'il put trouver. Morgan resta silencieuse un long moment. Beckett pouvait pratiquement voir les engrenages tourner dans sa tête, reliant des points qui ne devraient pas l'être. D'accord, dit-elle finalement. D'accord pour l'instant. Cette conversation n'est pas terminée. Elle retourna à son poste, laissant Beckett avec le sentiment qu'il venait de survivre à un interrogatoire professionnel. Le reste de la journée se passa dans une tension étrange. Morgan était plus silencieuse que d'habitude, observant Beckett de côté chaque fois qu'il passait près de la cuisine. Lui, à son tour, était hyper conscient de chaque mouvement qu'il faisait, de chaque mot qu'il disait. À la fin du quart de travail, ils se retrouvèrent au quai de déchargement comme d'habitude. « Je ne vais plus poser de questions », dit Morgan sans préambule à propos de l'avertissement. « Mais j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. » Elle s'assit à côté de lui, plus près que d'habitude. « Je n'ai besoin de personne pour me sauver. Je ne l'ai jamais fait. Je supporte Clayton. Je supporte ce travail. Je supporte tout ça parce que j'ai choisi de le supporter. Vous comprenez? Je comprends. Bien, parce que si vous essayez d'être une sorte de héros agent, d'entretien masqué, vous pouvez arrêter. J'ai survécu 28 ans sans héros. Je peux survivre. 28 ans de plus. Beckett sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Et si je n'essayais pas de vous sauver? Alors qu'essayez-vous de faire? La question resta suspendue dans l'air entre eux. Peut-être que je veux juste être ici, dit-il finalement. Avec vous. Dans cet endroit horrible, avec ce patron terrible, en faisant ce travail que je ne sais manifestement pas faire. Morgan rit, mais c'était un rire différent, plus doux. Vous ne savez vraiment pas faire ce travail. Je sais. C'est impressionnant en fait. Des années d'éducation, et je ne peux pas faire la différence entre le vernis à meubles et la cire pour sol. Peut-être que votre éducation s'est concentrée sur les mauvaises choses. Peut-être. Ils s'assirent en silence, regardant le parking vide. « Je vous fais confiance », dit Morgan soudainement. « Je ne sais pas pourquoi vous êtes apparu de nulle part. Vous ne savez rien faire. Vous avez cette énergie étrange de quelqu'un qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Mais je vous fais confiance. » Beckett déglutit difficilement. « Morgan, ne gâchez pas ça avec une révélation dramatique. D'accord? Acceptez-le simplement. » Il l'accepta parce qu'il n'y avait pas d'autre option, parce que la vérité détruirait tout. Pendant ce temps, dans le bureau administratif du 3e étage, Clayton Briggs faisait des heures supplémentaires. L'écran de l'ordinateur brillait sur son visage alors qu'il parcourait les dossiers, les historiques, toute information qu'il pouvait trouver sur le mystérieux agent d'entretien. Apparu de nulle part, le dossier de Beckett Shaw était étrangement vide. Aucun historique d'emploi précédent, aucune référence vérifiable, rien qu'un nom et un numéro de sécurité sociale. Clayton tapa le numéro dans une base de données différente, une à laquelle il ne devrait pas avoir accès, mais qu'un cousin, éloigné du département de l'immigration, avait aimablement partagé. Les résultats apparurent, et Clayton Briggs se pencha en avant, les yeux s'agrandissant lentement. « Eh bien, murmura-t-il devant l'écran vide. « Ceci explique beaucoup de choses. » Sur l'écran, une photo d'entreprise montrait un homme en costume lors d'un gala, souriant à côté de sénateurs et de célébrités. C'était le même visage que l'agent d'entretien qui nettoyait ses couloirs. Morgan apprenait à Beckett comment couper des oignons sans pleurer. Et il échouait lamentablement. « Vous tenez le couteau comme si c'était une épée, » dit-elle en essayant de ne pas rire. « C'est un légume, pas un dragon. Pour ma défense. Ce légume m'attaque, chimiquement. » Des larmes coulaient sur le visage de Beckett en quantité qui semblait humainement impossibles.
Il pouvait à peine voir la planche à découper, encore moins l'oignon qu'il massacrait en morceaux irréguliers. Respirer par la bouche instruisit Morgan. Et arrêter de cligner des yeux autant. Comment arrêter de cligner des yeux? C'est involontaire. Clairement. Ce n'est pas assez involontaire parce que vous le faites toutes les demi-secondes. Il était tard dans la nuit. La cuisine était vide et ils avaient réussi à voler 1 heure au monde réel. Morgan avait décidé que si Beckett continuait de se présenter affamé, il devrait au moins apprendre les bases de la survie culinaire. Jusqu'à présent, les bases gagnaient. Fini. Beckett s'écarta de la planche, s'essuyant le visage avec la manche de son uniforme. Je l'ai coupé. Morgan regarda les morceaux d'oignon éparpillés. On dirait un crime culinaire, un crime contre la nature. Cet oignon avait une famille. Vous êtes cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Elle lui prit le couteau des mains et en quelques secondes transforma ce qui restait de l'oignon en cube parfait et uniforme. Comment faites-vous cela si vite? De la pratique et des années sans vie sociale. Beckett rit. Mais il y avait quelque chose dans la réponse qui attira son attention. Sans vie sociale? Pourquoi? Morgan haussa les épaules, ses yeux fixés sur la planche. Le travail. Des quarts de 16 heures ne laissent pas si beaucoup de temps. Pour des dîners romantiques ou des fêtes d'anniversaire, ma dernière amitié réelle était avec une plante que j'ai tuée parce que j'avais oublié de l'arroser. Vous avez tué une plante par négligence? C'était un cactus supposé indestructible. J'ai prouvé que les scientifiques avaient tort. C'est presque impressionnant. Merci, j'ai des talents cachés. Ils travaillèrent en silence. Pendant quelques minutes, Morgan préparant les ingrédients d'une recette qu'elle voulait tester, Beckett observant chacun de ses mouvements avec une attention qu'il ne pouvait plus dissimuler. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'avertissement disparu. 2 semaines de rencontres volées, de conversations sur le quai de déchargement, de blagues murmurées dans les couloirs. À un moment donné, sans que Beckett ne s'en aperçoive exactement, cela avait cessé d'être une enquête sur le complexe. Maintenant, c'était à son sujet. Et Morgan rompit le silence. Vous me regardez d'une manière étrange. Étrange comment? Étrange. Comme si j'étais une équation que vous essayez de résoudre. Peut-être que vous l'êtes. Je ne suis pas si compliqué. Je ne suis pas. D'accord. Morgan s'arrêta de couper et le regarda. Il y avait quelque chose de différent dans l'air entre eux. Une tension qui n'était pas inconfortable, juste nouvelle. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» demanda-t-elle. « Vous pouvez demander. Je ne mords pas. » Beckett réfléchit un instant. « Pourquoi êtes-vous encore ici? Dans cette cuisine, dans ce complexe, dans ce travail. Vous avez manifestement du talent pour plus que ça. » Morgan laissa échapper un soupir qui semblait porter des années de poids. Parce que partir signifie recommencer à zéro. Et recommencer à zéro signifie admettre que les 3 dernières années ont été une erreur. Je ne suis pas doué pour admettre mes erreurs. Rester est aussi un choix. Je sais, mais c'est un choix que je contrôle. Si je me fais licencier, c'est la décision de quelqu'un d'autre. Si je reste, c'est la mienne. Est-ce que cela a du sens pour vous? Cela a du sens pour mon entêtement. Ma thérapie ne serait probablement pas d'accord. Beckett rit. Vous allez en thérapie? Non. Je n'ai ni le temps ni l'argent, mais si j'y allais, elle ne serait certainement pas d'accord. Vous êtes une personne compliquée. Morgan rit. Merci, c'est le 2e compliment que je reçois aujourd'hui. Quel était le premier? Clayton a dit que ma sauce était acceptable. Selon ses critères, c'est pratiquement une déclaration d'amour. Ils rirent ensemble, et Beckett sentit à nouveau ce serrement dans sa poitrine. Ce sentiment que quelque chose d'important se passait, quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, et cela l'effrayait. « Puis-je vous dire quelque chose ?» dit-il avant de pouvoir s'en empêcher. « Vous pouvez. Je ne suis pas celui que vous croyez. » Morgan inclina la tête. « Et qui croyez-vous que je crois que vous êtes ?»« Un agent d'entretien, temporaire sans passé et sans avenir. Intéressant. Et qui êtes-vous réellement ?» Beckett ouvrit la bouche. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. Clayton Briggs entra comme s'il était le maître des lieux, ce qu'il pensait techniquement être le cas. « Vous travaillez tard, mademoiselle Rhee ?» Morgan ne sia pas. « Je teste une nouvelle recette, monsieur. Avec les ingrédients du complexe, des restes qui iraient à la
Poubelle, définition, intéressante des restes. Clayton tourna autour du comptoir comme un inspecteur cherchant des défauts. Ses yeux passèrent sur Beckett avec une lenteur calculée. « Et vous, monsieur l'agent d'entretien, que faites-vous dans ma cuisine à cette heure ?»« J'apprends à couper des oignons, monsieur. »« Couper des oignons ?»« Oui, monsieur. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. » Clayton se rapprocha, trop près. « Vous savez, je vous ai beaucoup remarqué par ici. Pour un employé temporaire, vous semblez très intégré. Je me fais des amis facilement. »« Vraiment ? Comme c'est curieux. » L'air dans la cuisine devint pesant. Morgan regardait de l'un à l'autre, remarquant clairement qu'il se passait quelque chose au-delà des mots. « Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur ?» interrompit-elle. Clayton sourit, ce sourire qui ressemblait à un piège. « Non, non ! Je faisais juste ma ronde nocturne, m'assurant que les ressources du complexe sont bien utilisées. » Il se dirigea vers la porte mais s'arrêta avant de sortir. « Monsieur Shaw. » Beckett se figea. « Excusez-moi, Shaw, c'est bien votre nom de famille, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. Intéressant. C'est un nom assez commun. Mais vous savez ce qui est drôle? J'ai cherché ce nom dans certains endroits, et les résultats étaient intrigants. » Le cœur de Beckett battait si fort qu'il était sûr que Clayton pouvait l'entendre. « Intrigant comment, monsieur ?» Clayton haussa les épaules avec une désinvolture répétée. « Oh, rien de spécifique. J'ai juste trouvé curieux que quelqu'un avec votre curriculum vitae choisisse de nettoyer des sols. » Il partit sans attendre de réponse. Le silence qui resta était assourdissant. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda Morgan. « Je ne sais pas. Il sait quelque chose. J'ai remarqué Beckett. Que voulait-il dire par votre curriculum vitae ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde et impossible à ignorer. Beckett regarda Morgan, ses yeux qui avaient commencé à lui faire confiance, cette personne qui méritait la vérité plus que quiconque. « Morgan, je dois vous dire quelque chose. » « Alors, dites-moi. » Son téléphone vibra. Un message de Diana. « Clayton Briggs a accédé à des fichiers confidentiels. Il sait qui vous êtes. Je recommande une extraction immédiate. » Beckett regarda l'écran, puis regarda Morgan, et réalisa que peu importe ce qu'il choisissait de faire maintenant, quelqu'un allait souffrir. « Morgan, commença-t-il. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, le système de haut-parleurs du complexe s'anima. « Attention à tous les employés. Réunion d'urgence demain à 8h13. Présence obligatoire. Sujet, changements importants dans l'administration. » Morgan regarda Beckett. « Pourquoi ai-je l'impression que cela a un rapport avec vous ?» Il ne put répondre. Parce qu'elle avait raison. La réunion de 8h13 n'eut jamais lieu. Clayton l'annula à la dernière minute, invoquant des conflits d'horaires. Mais Beckett connaissait la vérité. Le directeur jouait aux échecs, et le prochain coup ne serait pas public. Il serait chirurgical, personnel, et dirigé vers une cible spécifique. Morgan Rhee ne remarqua même pas qu'elle était dans le collimateur, ou peut-être qu'elle l'avait remarqué, mais avait choisi de l'ignorer. « Double service », dit-elle, quand Beckett la trouva dans le vestiaire à 6h du matin. « Clayton a décidé que je devais couvrir le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Cela fait 18h. T'as 17 si je ne prends pas de pause. Morgan, c'est contre les lois du travail de l'État de Californie. » Elle s'arrêta de nouer son tablier et le regarda. « Comment connaissez-vous les lois du travail de Californie ?» Beckett déglutit difficilement. « Je lis parfois des choses au hasard. Des agents d'entretien qui lisent sur la législation du travail pendant leur temps. Libre, c'est un passe-temps. C'est un passe-temps étrange. Je suis une personne étrange. Vous l'avez déjà établi. » Morgan faillit sourire, mais l'épuisement effaça le geste avant qu'il ne soit complètement formé. Les jours suivants furent un exercice d'endurance. Clayton semblait avoir développé un talent spécial pour apparaître chaque fois que Morgan faisait le moindre faux pas. Une goutte de sauce sur le comptoir, une cuillère mal placée, un plat qui prenait 3 secondes de plus que ce qui était acceptable. Chaque erreur était documentée, enregistrée, classée. « Vous montez un dossier », se dit Beckett en regardant. Clayton notait quelque chose sur une tablette, après avoir critiqué Morgan pour la 5e fois de la journée. C'était une tactique qu'il connaissait bien. Les entreprises faisaient cela tout le temps quand elles voulaient licencier quelqu'un sans paraître injuste. Elles accumulaient de petites infractions,
créait un historique, puis utilisait le tout comme justification légale. Il avait déjà approuvé des licenciements comme celui-là. Il ne s'était jamais arrêté pour penser à ce que c'était que d'être de l'autre côté. Et Morgan apparut à côté de lui dans le couloir, portant une pile de casseroles qui semblait peser plus qu'elle. Vous avez encore ce regard. Quel regard? Le regard de quelqu'un qui prépare quelque chose de compliqué. Je ne prépare rien. Menteur, elle continua de marcher avant qu'il ne puisse répondre. Jeudi, les choses empirèrent. Clayton mit en œuvre ce qu'il appela un protocole d'efficacité, ce qui signifiait essentiellement que Morgan devait faire le travail de 3 personnes avec les ressources d'une demi-personne. Le coupe légumes est cassé, rapporta-t-elle lors de la réunion d'équipe. Utilisez un couteau, répondit Clayton sans la regarder. Couper des légumes pour 200 portions avec un couteau manuel triplera le temps de préparation. Alors, travaillez plus vite. Monsieur, je dis que physiquement, mademoiselle Rie, j'ai entendu votre plainte. Ma réponse est, adaptez-vous. C'est ce que font les professionnels. Morgan serra les poings sur les côtés, mais ne dit rien. Beckett vit ses épaules s'affaisser presque imperceptiblement. L'étincelle qu'il avait appris à reconnaître, cette énergie têtue qui apparaissait même les pires jours, s'éteignait. Pendant la pause déjeuner, il la trouva assise seule sur le quai de déchargement, fixant le vide. « J'ai apporté de l'eau », proposa-t-il avec une bouteille. « Merci, Silence. Vous pouvez le dénoncer. »« Vous savez, dit Beckett après un moment, il y a un département des ressources humaines. Il y a une législation. Il y a la réalité, interrompit Morgan. Et dans la réalité, les employés comme moi ne gagnent pas contre les directeurs comme lui. On se plaint. On nous étiquette comme des fauteurs de troubles. On nous licencie pour incompatibilité culturelle. Et on repart sans référence et sans indemnité. Ce n'est pas juste. Le juste et le réel sont 2 choses différentes. Beckett sentit la colère monter à nouveau. Cette colère familière qui apparaissait chaque fois qu'il voyait le système fonctionner exactement comme il avait été conçu pour fonctionner. Écraser ceux d'en bas pour protéger ceux d'en haut. « Et si vous aviez de l'aide ?» demanda-t-il. « De l'aide réelle de la part de quelqu'un qui a le pouvoir de changer les choses ?» Morgan le regarda avec une expression qu'il ne put déchiffrer. « Vous parlez de vous. »« Je parle hypothétiquement. »« Hypothétiquement, » répéta-t-elle. « Un agent d'entretien temporaire avec le pouvoir de changer les choses. » Laissez tomber. C'était une question stupide. Ça l'était vraiment. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui disait qu'elle n'avait rien oublié. Vendredi, la confrontation eut lieu. Morgan était au milieu de la préparation du dîner quand Clayton entra dans la cuisine avec une tablette à la main et ce sourire de prédateur que Beckett avait appris à craindre. « Mademoiselle Rie, un moment. » Toute la cuisine devint silencieuse. Le bruit des casseroles s'arrêta. Les conversations moururent. Tout le monde savait ce qui allait arriver. « J'ai passé en revue l'historique de vos performances, de ces dernières semaines. » Commença Clayton, la voix assez forte pour que tout le monde entende. « Et les résultats sont préoccupants. Monsieur, je suis au milieu de votre quart de travail, ce qui signifie que vous êtes sur mon temps. Et sur mon temps, vous allez m'écouter. » Morgan posa le couteau. Ses yeux rencontrèrent ceux de Beckett une seconde. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, incapable de bouger. Retards, gaspillage d'ingrédients, plainte de superviseur. Un avertissement formel qui a mystérieusement disparu, mais que j'ai recréé sur la base de témoignages. Ce n'est pas... Ne m'interrompez pas. Je documente un schéma de comportement inapproprié. Un schéma qui, s'il se poursuit, entraînera un licenciement immédiat. Le visage de Morgan était rouge, mais sa voix sortit stable. « Monsieur Briggs, avec tout le respect que je vous dois, ce schéma que vous décrivez est fabriqué de toutes pièces. J'ai fait tout ce que vous avez demandé. J'ai fait tous les quarts de travail supplémentaires. J'ai couvert tous les collègues qui ne se sont pas présentés. Si cela est inapproprié, alors le problème n'est pas moi. » Le silence qui suivit fut absolu. Clayton se pencha en avant, la voix basse mais pénétrante. « Êtes-vous en train de m'accuser de quelque chose, mademoiselle Rie ?»« Je déclare des faits, monsieur Briggs. »« Des faits ?» Il répéta le mot comme s'il s'agissait de poison. « Eh bien, voici un fait pour vous. D'ici la fin de cette semaine, je vais prendre une décision concernant votre avenir dans ce complexe
Et compte tenu de votre performance actuelle, et surtout de votre attitude, je vous suggère de commencer à mettre à jour votre curriculum. Vite. Il lui tourna le dos et partit. La cuisine resta silencieuse encore quelques secondes avant que les sons normaux ne reviennent. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air maintenant. Une attention qui n'existait pas auparavant. Morgan retourna à son poste sans regarder personne. Beckett la suivit dans le couloir de service dès qu'il put s'échapper. « Morgan, non. J'ai dit non. » Elle s'arrêta, prit une profonde inspiration, et quand elle se retourna, il y avait des larmes dans ses yeux qu'elle refusait de laisser tomber. « Vous voulez m'aider? Super. Alors dites-moi la vérité. Qui êtes-vous réellement? Pourquoi êtes-vous ici? Et pourquoi Clayton semble-t-il vous connaître de quelque part? » Beckett resta silencieux. « C'est bien ce que je pensais, » dit Morgan. « Tout le monde a des secrets. Mais certains secrets font plus de mal que d'autres. » Elle retourna dans la cuisine. Beckett resta dans le couloir, le poids du mensonge plus lourd que jamais. Cette nuit-là, Clayton Briggs envoya un courriel au département juridique du complexe. Sujet: processus de licenciement. Morgan rit. Corps du courriel: veuillez préparer la documentation pour un licenciement pour motif grave. Date limite: lundi. Le courriel de licenciement n'atteignit jamais le département juridique. Diana l'intercepta à 2 heures du matin, le redirigea vers un dossier auquel seul Beckett avait accès, et répondit avec un message automatique disant que le système était en maintenance temporaire. Clayton Briggs passa tout le samedi à essayer de renvoyer la documentation sans succès. Beckett savait que c'était une solution temporaire, un pansement sur une blessure qui nécessitait une chirurgie, mais c'était le maximum qu'il pouvait faire sans tout révéler. Lundi, des choses étranges commencèrent à arriver au complexe. Le coupe-légumes qui était cassé depuis des semaines fut remplacé par un modèle tout neuf. La machine à café dans la zone des employés, qui recrachait un liquide ressemblant plus à de l'huile qu'à de la caféine, reçut un remplacement importé. Les uniformes usés du personnel de cuisine furent échangés contre de nouvelles versions, bien coupées et avec un tissu qui ne grattait pas. « Est-ce que quelqu'un fait des dons anonymes au complexe ?» demanda Gérald, le superviseur de la cuisine, en regardant le coupe-légumes comme s'il s'agissait d'une apparition divine. « Peut-être que la direction s'est enfin réveillée, » suggéra un autre cuisinier. La direction ne se réveille pas, même avec une alarme incendie. Morgan observait tout en silence. Ses yeux se plissaient de cette manière que Beckett avait appris à reconnaître comme le mode détective activé. « Vous êtes silencieuse », commenta-t-il quand il réussit à s'approcher. « Je réfléchis aux coïncidences. » « Quel genre de coïncidence ?» Morgan se tourna vers lui. « Du genre où je suis sur le point de me faire licencier et soudain, tout l'équipement pour lequel je me plains depuis 6 mois apparaît flambant neuf. Du genre où mes conditions de travail s'améliorent, magiquement au moment précis où Clayton essaye de me détruire. » Beckett garda son expression neutre. « Peut-être que l'univers ?» Qu'on pense. L'univers. N'achète pas de coupe-légumes ? Industriel. Comment le savez-vous? Peut-être que c'est exactement ce que fait l'univers pendant son temps. Libre? Morgan ne rit pas. Beckett, qu'est-ce que vous avez fait? Je n'ai rien fait. Vous mentez. Est-ce que je vous mentirais? Vous mentez surtout. Je ne sais toujours pas d'où vous venez, ce que vous faisiez avant, ni pourquoi vous êtes apparu de nulle part en connaissant les lois du travail et en agissant comme si vous aviez plus de pouvoir qu'un agent. D'entretien ne devrait en avoir. L'accusation resta suspendue dans l'air entre eux, lourde et impossible à ignorer. Morgan, ne me faites pas de Morgan. Je veux la vérité. La vérité est compliquée. Alors, simplifiez-la. Je ne sais pas comment faire sans tout gâcher. Gâcher quoi? Ses yeux rencontrèrent les siens et Beckett y vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas de la colère, c'était de la déception. Et pour une raison quelconque, la déception faisait beaucoup plus mal. « J'ai besoin de temps, » dit-il. « Du temps pourquoi? Pour trouver comment vous dire la vérité sans vous perdre. » Morgan resta silencieuse un long moment. « Vous pensez que vous m'avez déjà ?» La question était simple, mais portait des couches que Beckett n'était pas prêt à affronter. « Je pense, » dit-il lentement, « que ce qui se passe entre nous est réel. Plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti.
Cela ne répond pas à ma question. Non, en effet, parce que je ne connais pas la réponse. Je sais juste que quand vous êtes là, j'oublie de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. C'est ironique, étant donné que vous prétendez manifestement être quelqu'un que vous n'êtes pas. Beckett laissa échapper un rire sans joie. Je sais que c'est un paradoxe. Je suis nul à ça, nul pour les paradoxes, nul pour les sentiments. Morgan croisa les bras. Vous utilisez les sentiments pour éviter la conversation sur la vérité. Non, si, d'accord. Peut-être que je le fais, mais c'est parce que la vérité va tout changer. Changer comment? Vous allez me détester. Je ne vais pas vous détester. Vous dites ça maintenant, Beckett. J'ai travaillé pour Clayton Briggs pendant 3 ans. Vous ne connaissez pas ma capacité à ne pas détester les gens qui le méritent. Malgré l'attention, Beckett sourit. Était-ce un compliment? C'était une observation. Il y a une différence. Vous avez toujours une réponse à tout. Vous avez toujours une question pour détourner l'attention de tout. Ils se tenaient là, se regardant, l'air chargé de choses non dites. Je vais vous le dire, dit Beckett finalement. Tout, mais pas ici, pas comme ça. Alors où, quand, ce soir? Au quai de déchargement, après votre service, Morgan. Étudia son visage pendant un long moment. Et si je n'aime pas ce que vous dites? Alors au moins vous connaîtrez la vérité et j'aurais été honnête. Au moins une fois. C'est un standard d'honnêteté très bas. Je sais. J'y travaille. Le reste de la journée passa dans un brouillard de tension anticipée. Beckett fit plus d'erreurs que la normale. Ce qui était impressionnant compte tenu de son passif. Il renversa un seau d'eau sale dans le couloir principal. Il confondit le désinfectant avec le vernis à meubles pour la 2e fois en 3 semaines. Il faillit être renversé par un chariot de service en regardant son téléphone, vérifiant si Diana avait d'autres nouvelles. « Vous êtes plus distrait que d'habitude », commenta Morgan quand ils se croisèrent dans le couloir. « Et votre habitude est déjà assez distraite. Je suis nerveux. Pourquoi? Parce que ce soir, je vais dire la vérité à une femme dont je suis amoureux, et je vais probablement la perdre dans le processus. » Morgan s'arrêta de marcher. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Beckett s'arrêta aussi. « Quelle partie? La partie du milieu? La partie sur le fait de dire la vérité? Non, l'autre partie. La partie sur le fait d'être nerveux? Beckett, oui, vous avez dit que vous étiez amoureux. » Le couloir était vide. Mais Beckett se sentait comme si le monde entier regardait. C'est le cas. « De moi? De vous. » Morgan ouvrit la bouche. « La referma. La referma. » L'ouvrit de nouveau. C'est très pratique. Quoi? Confesser ses sentiments précisément au moment où l'on s'apprête à révéler quelque chose de terrible. C'est une technique de persuasion. C'est classique. Je ne cherche pas à vous persuader. Comment le saurais-je? Vous ne le saurez pas. C'est ça le but. Vous allez devoir me faire confiance. Faire confiance au gars qui ment sur tout. Faire confiance au gars qui essaye d'arrêter de mentir. Morgan secoua la tête, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était plus seulement de la méfiance. « Ce soir, dit-elle, au quai de déchargement. Et si vous ne vous présentez pas, ou si vous sortez une autre excuse, je jure que je serai là, je le promets. » Elle hocha la tête une fois et continua de marcher. Beckett resta dans le couloir, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. À 22h précise, il était au quai de déchargement attendant. À 22h15, Morgan apparut. « Alors, dit-elle en s'asseyant à côté de lui, qui êtes-vous réellement? » Beckett prit une profonde inspiration. « Mon nom est Beckett. Joe et je suis le propriétaire de ce complexe. » Le silence, qui suivit, dura exactement 3 secondes. Puis Morgan commença à rire. « Bien essayé. Maintenant, soyez sérieux. » Beckett ne riait pas, et quand Morgan regarda son visage, le rire mourut. Morgan ne sia pas pendant presque 30 secondes. Beckett compta. C'était une façon d'occuper son esprit en attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, même si c'était juste pour le chasser du quai de déchargement qui était devenu son endroit préféré au monde. « Vous me dites ?» Elle finit par parler, sa voix soigneusement contrôlée, que j'ai passé 3 semaines à cacher de la nourriture dans des seaux à serpillière pour nourrir un milliardaire? Techniquement, oui, un milliardaire.
qui possède l'endroit où je travaille. Aussi, techniquement correct. Un milliardaire à qui j'ai appris à faire la différence entre le vernis à meubles et la cire pour solde, c'était une leçon très utile. Morgane se leva de la caisse où elle était assise. « Je m'en vais, Morgane. »« Attendez. Non, j'ai besoin de digérer cela loin de vous. » Elle se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Combien de temps alliez-vous laisser cela continuer ?»« Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je n'avais pas de plan. Je suis venu ici pour comprendre ce qui n'allait pas avec le complexe. Et puis vous êtes apparu et tout est devenu compliqué. » « Compliqué ?» Morgane répéta le mot comme s'il s'agissait d'acide dans sa bouche. « Vous savez ce qui est compliqué ? Travailler 16 heures par jour pour 7,23 par heure. C'est compliqué. Être harcelé par un directeur qui veut me détruire, c'est compliqué. Découvrir que la seule personne qui semblait me comprendre dans cet endroit est le propriétaire, faisant semblant d'être pauvre. Ce n'est pas compliqué, c'est de la cruauté. Je n'ai jamais voulu. Je me fiche de ce que vous vouliez. Je me soucie de ce que vous avez fait. » Elle partit sans se retourner. Beckett resta seul sur le quai de déchargement, le son des vagues lointaines pour seule compagnie. Les 3 jours suivants furent les plus longs de sa vie. Morgane n'apparaissait plus dans les endroits où ils avaient l'habitude de se rencontrer. Elle ne le regardait pas quand ils se croisaient dans les couloirs. Elle ne répondait pas à ses tentatives de conversation qui consistaient pour Beckett à dire Morgane et pour elle à continuer de marcher comme s'il n'existait pas. « Vous avez fait quelque chose », commenta Gérald le mardi, regardant Beckett avec suspicion. Morgane est différente. Différente comment? Triste différente et en colère différente en même temps. C'est effrayant. Je n'ai rien fait. Menteur. Tout le monde vous a vu tous les deux. On pensait que c'était une romance. Apparemment, c'était un drame. C'est compliqué. Ça l'est toujours. Le mercredi, Beckett essaya une approche différente. Il laissa un mot dans le casier de Morgane. « Je suis désolé. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. » Le mot revint déchiré en 4 morceaux, glissé sous la porte du vestiaire des hommes. Le jeudi, il réessaya. « J'ai eu tort. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. Mais ce que je ressens pour toi est réel. » Cette fois, le mot revint entier, mais avec un seul mot écrit au dos. « Non !» Beckett commençait à comprendre que Morgane n'était pas du genre à pardonner facilement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Clayton Briggs travaillait sur un plan bien plus élaboré que des mots déchirés. « Monsieur Shaw !» La voix vint de derrière lui dans le couloir du 3e étage. Le vendredi à 20h, Beckett se tourna lentement. Clayton se tenait là, souriant de cette façon qui ressemblait à un prédateur se préparant à frapper. « Je savais que vous finiriez par faire une erreur, » dit Clayton en s'approchant. « Je n'imaginais juste pas que ce serait aussi romantique. Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Bien sûr que si. Le mystérieux agent d'entretien qui apparaît de nulle part, sans passé, sans référence, mais avec un accès inexplicable aux ressources de l'entreprise. Il m'a fallu un certain temps pour assembler les pièces du puzzle. J'avoue que vous avez été prudent, Clayton, mais pas assez prudent. Vous savez ce qui m'a donné l'indice final? Le nouvel équipement. Aucun chef de division n'approuve un remplacement d'équipement en 1 semaine. Cela prend des mois, parfois des années. Mais pour le propriétaire du complexe, c'est juste un coup de téléphone. Beckett ne dit rien. Et il y a plus, continua Clayton, appréciant visiblement le moment. L'avertissement qui disparaît. Le courriel de licenciement qui n'atteint jamais sa destination. De petites interférences que seul quelqu'un avec un pouvoir réel pourrait faire. Qu'est-ce que vous voulez? Clayton fit semblant de réfléchir. Au départ, je voulais vous exposer, vous humilier devant tout le monde, montrer que le grand milliardaire jouait aux pauvres pendant, que les vrais employés souffraient. Et maintenant, je réalise que je peux faire quelque chose de plus intéressant, qui serait un partenariat. Vous gardez votre petit secret, je garde ma position, et nous prétendons tous les deux que rien de tout cela n'est arrivé. Vous me faites chanter. Je vous offre une opportunité d'affaires. C'est différent. Beckett sentit la colère monter, mais se contrôla. Et si je refuse? Clayton haussa les épaules. Alors demain, lors de la réunion générale du personnel, je dirai tout. Je montrerai les preuves. J'exposerai toute la farce
et je laisserai vos employés décider de ce qu'ils pensent d'un patron qui a prétendu être l'un d'eux juste pour... Pourquoi au juste? S'amuser? Ce n'était pas pour m'amuser. Peu importe ce que c'était. Ce qui compte, c'est l'image que cela va donner. Beckett resta silencieux un long moment. Vous êtes pire que ce que j'imaginais. Merci, je m'efforce de l'être. Ce n'était pas un compliment. Je sais, mais je l'accepte quand même. Clayton recula, toujours souriant. Vous avez jusqu'à demain 9h du matin pour décider. Réunion générale, salle de réception principale. Soyez là avec une réponse. Il disparut dans le couloir. Beckett s'appuya contre le mur, le poids de la situation tombant sur lui comme une avalanche. Il n'y avait pas de bonne option. S'il acceptait le chantage, Clayton continuerait d'être le même directeur abusif que toujours, désormais protégé par un savoir dangereux. S'il refusait, la vérité éclaterait de la pire façon possible, racontée par la pire personne possible, et Morgan découvrirait qu'il avait non seulement menti, mais qu'il avait été démasqué par un homme qu'elle méprisait. Beckett saisit son téléphone et appela. « Diana, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Monsieur Shaw, il est 23h. Je sais, mais demain à 9h. Il y aura une réunion et je dois être préparé. Préparé à quoi? À dire la vérité à ma façon. Silence sur la ligne. En êtes-vous sûr, monsieur? Non, mais je suis fatigué de mentir. Il raccrocha et regarda, par la fenêtre, l'océan sombre. Demain, tout allait changer. Pour le meilleur ou pour le pire, il ne le savait pas. Mais une chose était certaine. Clayton Briggs n'allait pas raconter l'histoire de Beckett Shaw. Beckett allait la raconter lui-même. Le lendemain matin à 8h55, la salle de réception principale était comble. Les employés de tous les départements s'installaient dans les chaises, murmurant sur la raison de cette réunion de dernière minute. Clayton Briggs était sur scène, tablette à la main, un sourire suffisant sur le visage. Et à la porte du fond, toujours dans son uniforme d'agent d'entretien, Beckett Shaw prit une profonde inspiration et entra. Clayton Briggs savourait chaque seconde de ce moment. La salle de réception principale avait une capacité de 200 personnes. Mais ce matin-là, elle n'abritait que les 60 employés du quart du matin, tous serrés dans les premiers rangs, comme des écoliers, attendant une réprimande du directeur. La climatisation ronronnait doucement. Les rideaux étaient fermés, et Clayton occupait le centre de la scène comme un chef d'orchestre sur le point de diriger sa symphonie préférée. Beckett restait à la porte du fond, observant. Morgan était au 3e rang, entre Gérald et un cuisinier qu'il reconnaissait, mais dont il n'avait jamais appris le nom. Elle ne se retourna pas. Elle ne remarqua pas qu'il était entré. Ses yeux étaient fixés sur Clayton, avec cette expression de quelqu'un qui s'attend déjà au pire. « Merci à tous d'être présents », commença Clayton, la voix amplifiée par le micro-cravate. « Je sais que c'était une convocation de dernière minute, mais j'ai des informations importantes à partager. » Un murmure parcourut l'assemblée. Ces dernières semaines, ce complexe a traversé des situations inhabituelles. Équipements remplacés sans autorisation, documents disparaissant du système, interférences dans les processus administratifs, qui devraient suivre un protocole. Beckett vit les épaules de Morgan se tendre. Au départ, j'ai suspecté une défaillance technique, continua Clayton, appréciant manifestement l'attention. Mais après une enquête approfondie, j'ai découvert quelque chose de bien plus intéressant. Il fit une pause dramatique. Beckett faillit lever les yeux au ciel. Clayton avait toujours eu un penchant pour le théâtre. Nous avons un imposteur parmi nous. Le murmure se transforma en brouhaha. Un employé qui n'est pas celui qu'il prétend être. Quelqu'un qui a menti sur son identité, s'est infiltré dans notre équipe et a passé des semaines à prétendre être ce qu'il n'est pas. Clayton balaya l'auditoire des yeux, s'arrêtant volontairement sur Morgan. Et cette personne a développé une relation étroite avec l'une de nos employées de cuisine. Morgan devint rouge. Pas de honte, mais de colère. Monsieur Briggs, se leva-t-elle, la voix ferme. Si vous avez quelque chose à dire sur moi, dites-le directement. Mademoiselle Rhee, je ne parle pas de vous. Je parle de votre ami. Mon ami, l'agent d'entretien Beckett Shaw. Le nom résonna dans la salle, qui, comme je l'ai découvert, n'est pas du tout un agent d'entretien. En fait, il est... Je suis le propriétaire de ce complexe. La voix de Beckett coupa l'air comme
Un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il descendit l'allée centrale, portant toujours son uniforme bleu marine, taché de produits de nettoyage, les mains dans les poches, l'expression calme de quelqu'un qui avait déjà accepté que le cirque soit en feu et avait décidé de profiter du spectacle. Silence absolu. 60 paires d'yeux suivirent chacun de ses pas jusqu'à la scène. Clayton resta paralysé, la bouche ouverte, la tablette tremblant dans ses mains. Vous ne pouvez pas juste... Je ne peux pas quoi, Clayton? Entrer dans une réunion dans mon propre complexe? Monter sur scène dans ma propre salle de réception? Beckett s'arrêta à côté de lui. La différence de taille entre les deux devint soudainement beaucoup plus évidente. Vous alliez m'exposer de toute façon, continua Beckett. Alors, j'ai pensé qu'il était plus honnête que je le fasse personnellement. C'est complètement irrégulier, bégaya Clayton. Ce qui était irrégulier, Clayton, c'était que vous passiez 3 semaines à harceler une employée exemplaire parce qu'elle avait eu le courage de poser des questions en Cindy Sutton. Réunion. Le murmure reprit, cette fois dirigé vers Clayton. Irrégulier était le fait que vous falsifiez des avertissements, manipuliez des horaires et créiez un environnement de travail si hostile que des personnes talentueuses préfèrent se taire plutôt que de risquer leur emploi. J'ai de la documentation sur tout. Clayton leva sa tablette comme un bouclier. Des rapports, des dossiers, des preuves que votre interférence a compromis les protocoles administratifs. Vous avez raison. Admit Beckett. Je suis intervenu. J'ai utilisé ma position pour protéger quelqu'un qui était victime d'une injustice. Et si c'est irrégulier, alors peut-être que les règlements doivent changer. Il se tourna vers l'auditoire. Mon nom est Beckett. Je suis le fondateur et le propriétaire du Cliffside Pacific Resort. Il y a 3 semaines, j'ai décidé de travailler ici comme employé. Temporaire parce que je voulais comprendre ce que les rapports et les feuilles de calcul ne montrent pas. Pause. Et ce que j'ai découvert me fait honte. Beckett regarda les visages dans l'auditoire. Des gens qu'il n'avait jamais vus auparavant. Des gens dont il ne connaissait pas les noms. Des gens qui faisaient fonctionner le complexe chaque jour pendant qu'il signait des chèques dans des bureaux climatisés. J'ai découvert que vous travaillez des heures. Impossible pour des salaires. Insuffisants. Que l'équipement cassé reste des mois sans être remplacé. Que les suggestions d'amélioration sont ignorées. Et que quiconque ose se plaindre est pony. Silence. J'ai découvert que j'avais créé un endroit où les gens sont traités comme jetables. Morgan était debout maintenant, mais ne bougeait pas. Ses yeux rencontrèrent ceux de Beckett pour la première fois, depuis la scène du quai de déchargement. Il n'y avait pas de colère. Il y avait quelque chose de pire. Il y avait une déception profonde et totale. Clayton Briggs est, à partir de ce moment, suspendu de ses fonctions, continua Beckett, se tournant vers le directeur. En attendant une enquête formelle sur sa conduite administrative. Vous ne pouvez pas faire ça, explosa Clayton. J'ai un contrat. J'ai des droits. Vous avez un avocat. Je vous suggère de le consulter immédiatement. C'est de la vengeance. C'est de la persécution. C'est une conséquence. Il y a une différence. 2 agents de sécurité que Beckett avait convoqués la veille apparurent aux portes latérales. Veuillez escorter monsieur Briggs à son bureau pour qu'il puisse récupérer ses effets personnels. Clayton regarda autour de lui, cherchant du soutien, ne trouvant que des visages, détournés et un silence, gêné. « Vous allez le regretter », murmura-t-il alors qu'on l'escortait vers la sortie. « Tous autant que vous êtes. » La porte se ferma derrière lui. Beckett regarda de nouveau l'assemblée. « Je sais que c'est beaucoup à digérer. Je sais que vous avez des questions. Et je vous promets que dans les prochains jours, j'y répondrai à toutes. » Il prit une profonde inspiration. « Mais maintenant, j'ai besoin de parler à une personne en particulier. C'est UM. » Yeux trouvèrent ceux de Morgan. « Morgan, s'il te plaît, accorde-moi 5 minutes. » Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se leva, passa devant Gérald, passa devant ses collègues, qui essayaient de ne pas la fixer, et se dirigea vers la porte latérale. « Morgan, non ?» Le mot fut bas mais définitif. « Tu me dois au moins une conversation. » Elle s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. « Je ne te dois rien.
Alors donne-moi une chance, s'il te plaît. Morgane se retourna. Il y avait des larmes dans ses yeux qu'elle refusait de laisser tomber. Tu veux savoir le pire dans tout ça? Ce n'est pas le mensonge. Les mensonges, je comprends. Les mensonges font partie du monde. Alors quel est le pire? Le pire, c'est que j'ai cru en toi. J'ai pensé que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me voyait vraiment, qui me comprenait, qui était au même niveau que moi. Elle laissa échapper un rire sans joie. Mais tu n'as jamais été à mon niveau. Tu faisais semblant, et c'est pire que n'importe quel mensonge. Morgane, ce que j'ai ressenti, ce que je ressens est réel. Comment le saurais-je? Comment saurais-je ce qui est réel quand tout ce que tu m'as dit était une performance? Beckett n'avait pas de réponse. C'est bien ce que je pensais. Morgane ouvrit la porte. Félicitations pour ce discours dramatique. Monsieur Shaw, c'était très inspirant. Je suis sûr que les employés adoreront raconter cette histoire lors des fêtes. Morgane, je m'en vais. Je quitte le complexe, le travail, tout ça. Ne me cherche pas. Elle sortit. La porte se ferma avec un clic doux qui résonna comme un fracas dans le cœur de Beckett. Dans la salle, les 60 employés restèrent silencieux, ne sachant pas s'ils devaient applaudir, pleurer ou simplement retourner au travail. Beckett resta sur scène seul, regardant la porte par laquelle Morgane avait disparu. Il avait gagné la bataille contre Clayton, mais il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. La lettre de démission de Morgane arriva sur le bureau de Beckett, exactement 47 minutes après la réunion. Il était dans le bureau qui avait techniquement toujours été le sien, mais qu'il n'avait jamais utilisé, entouré de papiers que Diana avait apportés, en toute hâte et de rapports que Clayton avait laissés derrière lui. L'enveloppe blanche avait l'air inoffensive, mais Beckett savait que le contenu était une sentence. Par le présent document, je communique ma démission volontaire du poste d'aide cuisinière au Cliffside Pacific Resort, avec effet immédiat. Pas d'explication, pas d'adieu, juste 2 lignes froides, et une signature qu'il connaissait grâce à des serviettes ornées de visages souriants. Beckett posa la lettre et regarda par la fenêtre panoramique, le même océan qu'il voyait depuis le quai de déchargement, mais sous un angle complètement différent. D'en haut, de loin, de là où les milliardaires observent le monde sans jamais vraiment le toucher. Monsieur Shaw. Diana apparut à la porte, tablette à la main. L'avocat de Monsieur Briggs est au téléphone. Il veut négocier les termes de la suspension. Dites-lui qu'il n'y a pas de négociation. L'enquête suivra son cours. Il a mentionné une plainte pour diffamation. Il peut porter plainte. J'ai de la documentation sur 3 ans de plaintes ignorées, d'employés qui ont démissionné en invoquant un environnement hostile, et au moins 12 rapports de harcèlement moral qui n'ont jamais fait l'objet d'une enquête. Diana hocha la tête. Et qu'en est-il de Mademoiselle Rie? Qu'y a-t-il à son sujet? Elle a démissionné. Allez-vous accepter sa démission? Beckett regarda la lettre sur le bureau. Non, mettez-la en attente. Monsieur, légalement, elle a le droit de... Je sais ce qu'elle a le droit de faire. Mettez-la en attente. J'ai besoin de lui parler d'abord. Diana hésita. Monsieur Shaw, avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle. Rie a été très claire sur le fait qu'elle ne souhaite aucun contact. Je sais, mais elle mérite plus qu'une lettre. Acceptée par un système automatisé. Et si elle ne veut pas écouter, alors au moins j'aurais essayé. Trouver Morgane ne fut pas difficile. Elle était au quai de déchargement parce qu'apparemment, cet endroit était devenu le centre gravitationnel de tout ce qui importait dans cette histoire. Assise sur la même caisse que d'habitude, regardant le même parking vide, mais cette fois avec un sac à dos à ses côtés et une expression qui disait « Je m'attendais à ce que tu viennes et je n'en suis pas. » Ravie, tu as lu ma lettre, dit-elle sans se retourner. Je l'ai lue. Et tu es venu ici pourquoi? Pour me convaincre de rester? Je suis venu ici pour m'excuser correctement. Morgane le regarda enfin. Tu t'es déjà excusé sur scène devant 60 personnes. C'était très théâtral. C'était une explication. Ce n'était pas des excuses. Quelle est la différence? Beckett s'assit sur la caisse à côté d'elle, gardant assez de distance pour respecter son espace, assez près pour qu'elle sache qu'il n'allait pas s'enfuir. La différence, c'est qu'une explication concerne le contexte. Des excuses concernent la responsabilité. Alors prends-la. Je t'ai menti consciemment, à plusieurs reprises.
J'ai eu des dizaines d'occasions de te dire la vérité, et j'ai choisi de ne pas le faire, parce que j'avais peur de perdre ce que nous construisions. Et qu'est-ce que nous construisions? Je ne sais pas comment appeler ça, mais c'était la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis des années. Morgan laissa échapper un rire sans joie. Réel? Tu continues d'utiliser ce mot. Mais comment quelque chose peut-il être réel quand cela a été construit sur un mensonge? Le mensonge concernait ce que je suis professionnellement, pas ce que je suis en tant que personne. Et comment saurais-je faire la différence? Comment séparerais-je le Beckett qui me faisait rire à la fin des services du Beckett qui signe des chèques de plusieurs millions de dollars? Ce sont la même personne. Non, ils ne le sont pas. Le Beckett que je connaissais ne savait pas faire la différence entre le vernis à meubles et la cire pour sol. Il ne savait pas couper des oignons. Il restait affamé parce qu'il ne trouvait pas la cafétéria. C'est toujours vrai. Mais maintenant, je sais que c'était vrai par choix. Tu as choisi de ne pas savoir ces choses. Tu as choisi de paraître vulnérable. Tu as choisi de me laisser prendre soin de toi. L'accusation frappa Beckett comme un coup dans l'estomac. Tu penses que j'ai fait semblant d'avoir besoin d'aide? Je ne sais plus ce que tu as simulé et ce qui était vrai. La faim était réelle. La confusion était réelle. Le fait que je n'avais jamais travaillé un seul jour de ma vie avec mes mains était douloureusement réel. Et le reste? Le reste aussi. Chaque conversation, chaque rire, chaque moment où j'ai voulu te dire la vérité, mais où j'avais trop peur. Morgan resta silencieuse un long moment. Tu sais quel a été le moment le plus difficile pour moi? Demanda-t-elle enfin. Lequel? Quand Clayton m'a humilié devant tout le monde à cause de la poêle brûlée et que tu es resté là à regarder, sans rien faire. Je voulais faire quelque chose, mais tu ne l'as pas fait. Si j'étais intervenu, cela aurait éveillé des soupçons. Cela m'aurait protégé, l'interrompit Morgan. Cela aurait montré que tu te souciais plus de moi que de ton mensonge. Beckett n'avait pas de réponse à cela. Je sais, dit-il après un moment. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai fait de mauvais choix. Et je sais que pardon ne répare rien de tout cela. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que je veux que tu saches que ce que j'ai ressenti, ce que je ressens, n'était pas une stratégie. Ce n'était pas de la persuasion. C'était réel. C'est réel. Et qu'attends-tu que je fasse de cette information? Rien. Je n'attends rien. Tu as tout à fait le droit de partir, de ne plus jamais me parler, de me détester pour le reste de ta vie. Je ne te déteste pas. Cette affirmation prit Beckett par surprise. Non. Détester demande de l'énergie, et je suis trop fatigué pour gaspiller de l'énergie pour toi. Malgré tout, Beckett faillit sourire. Est-ce un progrès? C'est de l'épuisement. Ne les confonds pas. Ils s'assirent en silence, regardant le parking où il ne se passait rien. Je ne vais pas accepter ta démission, dit Beckett. Tu ne peux pas me forcer à rester. Je sais, mais je peux laisser la porte ouverte. Pourquoi? Parce que tu es la meilleure employée que ce complexe ait jamais eue, et parce que je veux que tu aies le choix. Pas d'obligation, pas de pression, pas de persuasion, un choix. Morgan le regarda. Et si je choisis de partir? Alors je respecterai ton choix, mais tu partiras en sachant que tu avais l'option de rester. Et toi, tu vas rester là à m'attendre comme un chien abandonné? Je vais continuer d'essayer d'être une meilleure personne. Si tu es là pour le voir, tant mieux. Sinon, au moins je saurai que j'ai essayé. Morgan se leva, saisissant son sac à dos. J'ai besoin de temps. Combien de temps? Je ne sais pas. Assez de temps pour savoir si je peux te pardonner. Et si tu découvres que tu ne peux pas? Morgan s'arrêta à la porte. Alors au moins j'aurais essayé. Elle partit sans se retourner. Beckett resta seule au quai de déchargement, regardant l'endroit où elle était assise. Ce n'était pas un oui. Ce n'était pas une promesse. Ce n'était pas une garantie de quoi que ce soit, mais ce n'était pas non plus un non. Et pour l'instant, c'était suffisant. Ou du moins, c'est ce qu'il se disait, alors que le brouillard de l'après-midi commençait à recouvrir le parking vide. 3 semaines plus tard, une enveloppe apparut sur le bureau de Beckett. Ce n'était pas une lettre de démission. C'était une invitation à un dîner écrite sur une serviette, avec un visage souriant dans le coin. La serviette disait « Quai de déchargement ». « Vincine, apporte ton propre dîner parce que je ne
vais plus te nourrir gratuitement, Beckett. » Lut ce message au moins 40 fois dans les 3 heures qui suivirent. Il analysa chaque mot, chaque virgule, chaque ligne du visage souriant. Il consulta Diana sur les interprétations possibles. Diana lui suggéra d'arrêter de paniquer et de se présenter simplement à l'heure convenue. À 19h55, il était au quai de déchargement avec un sac en papier contenant 2 sandwichs qu'il avait fait lui-même. Ils étaient laids. Ils n'étaient probablement pas comestibles, mais c'étaient les siens. Morgan arriva à 20h pile, toujours dans son uniforme de cuisine. « Tu es venu, dit-elle. En as-tu douté? J'ai pensé que tu enverrais un assistant à ta place ou un hélicoptère, ou quelque chose d'absurdement riche. J'ai apporté des sandwichs. » Morgan regarda le sac avec suspicion. « Tu as fait des sandwichs? » « J'ai essayé de faire des sandwichs. » « Quelle est la différence? » « La différence est que l'un d'eux peut contenir ou non des morceaux de coquille. D'œuf parce que je ne sais pas comment écaler un œuf dur correctement. » Morgan saisit le sac, l'ouvrit et examina. Le contenu avec l'expression d'un scientifique analysant une espèce inconnue. « C'est de la mayonnaise? » C'était censé en être. Pourquoi est-ce vert? « J'ai ajouté des herbes pour que ça ait l'air gourmet. » « Quel genre d'herbes? Je ne sais pas. Elles étaient vertes. Elles étaient dans le placard. Morgan ferma les yeux un instant, luttant visiblement contre une émotion. Quand elle les ouvrit, elle riait. « Tu es une catastrophe. Je sais. Une catastrophe complète et absolue. Je sais ça aussi. Et tu espérais me reconquérir avec des sandwichs qui ont l'air d'avoir été faits par un enfant de 5 ans avec des problèmes de coordination motrice? J'espérais te reconquérir avec de l'honnêteté. Les sandwichs ne sont qu'un bonus. » Morgan s'assit sur la caisse habituelle, tenant toujours le sac. « 3 semaines, dit-elle. 3 semaines. J'ai passé 3 semaines à réfléchir, à analyser, à essayer de comprendre si ce que je ressentais était réel ou si tout cela n'était qu'une comédie. Et qu'as-tu conclu? Que tu es nul pour faire semblant. Si tu avais vraiment voulu me tromper, tu aurais été plus prudent. Tu aurais inventé un passé plus convaincant. Tu ne te serais pas figé de peur sur la terrasse et en essayant de nettoyer cette vitre. Je ne me suis pas figé de peur. Gérald a dit que tu t'es figé et que tu as été en état de choc pendant 2 minutes. C'était 1 minute et demie et j'avais la situation sous contrôle. Tu as murmuré pour demander de l'aide. C'était un murmure stratégique pour voir si quelqu'un m'avait vu. Morgan rit de nouveau. C'était le son préféré de Beckett au monde. J'ai aussi pensé à Clayton, continua-t-elle, à la façon dont tu aurais pu me dire la vérité quand il a commencé à me harceler. Tu aurais pu utiliser ton pouvoir pour tout régler en 5 minutes. J'aurais peut-être dû faire ça, mais si tu l'avais fait, je n'aurais jamais su si tu m'estimais pour ce que je suis ou si tu protégeais juste un investissement. Tu n'as jamais été un investissement, je sais. Maintenant je le sais. Il a fallu 3 semaines, mais je le sais. Beckett s'assit à côté d'elle, plus près qu'il ne l'aurait dû. Mais Morgan ne s'écarta pas. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-il. « J'ai vu les changements au complexe. Au cours des 21 derniers jours, le Cliffside Pacific avait subi une transformation silencieuse mais profonde. Les salaires furent révisés à la hausse. Les horaires furent ajustés pour respecter les lois du travail. L'équipement cassé fut remplacé. Un canal de signalement anonyme fut créé. Et Clayton Briggs avait été officiellement licencié après une enquête qui avait révélé des années de conduite inappropriée. Ces changements seraient arrivés de toute façon, dit Beckett. Ils étaient nécessaires, mais tu as mis un point d'honneur à les mettre en œuvre personnellement. Tu as passé des semaines à parler aux employés, à écouter les plaintes, à noter les suggestions. Comment sais-tu cela? Gérald me l'a dit, et Linda de la réception, et Marco de la cuisine, et pratiquement tous ceux que tu as interviewés ces 3 dernières semaines. J'essayais de mieux comprendre l'entreprise. Tu essayais de prouver que tu avais changé. Beckett ne le nia pas. Et est-ce que ça a marché? Morgan le regarda pendant un long moment. Je ne t'ai pas complètement pardonné. Cela prendra probablement du temps. Peut-être beaucoup de temps. Je peux attendre. Mais je suis prête à essayer.
à recommencer à zéro, à voir si nous pouvons construire quelque chose de réel cette fois. Réel comme quoi? Réel comme pas de mensonge, pas de déguisement, pas de toi prétendant être quelque chose que tu n'es pas. Et si je ne sais toujours pas exactement ce que je suis, alors nous le découvrirons. Ensemble, Beckett sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas du soulagement, c'était de l'espoir. « J'ai une proposition, dit-il. »« Quel genre de proposition ?»« Le complexe a besoin d'un nouveau chef exécutif, quelqu'un avec une vision, du talent et la capacité de diriger une équipe. » Morgan plissa les yeux. « Es-tu en train de m'offrir un emploi? Je t'offre une opportunité. Le poste est ouvert sur la base du mérite, pas du favoritisme. Tu devrais passer par le processus de sélection normal. Et si je n'en veux pas, alors je respecterai ta décision. Et nous continuerons à manger d'horribles sandwichs sur le quai de déchargement. Et si j'en veux, alors tu concourras pour le poste comme n'importe quel autre candidat. Et si tu gagneras parce que tu le mérites, pas parce que tu sors avec le propriétaire. » Morgan resta silencieuse un instant. Sortir avec? Beckett réalisa ce qu'il venait de dire. C'était... Tu as dit sortir? Avec. C'était un terme générique. Sortir avec n'est pas un terme générique. Cela peut l'être dans certains contextes. Dans quel contexte est-ce générique? Dans le contexte où je suis un désastre, émotionnel essayant de ne pas gâcher le seul bon moment que j'ai eu depuis des semaines. Morgan sourit, un vrai sourire, celui qui illuminait tout son visage. Tu es vraiment nul à ça. Je sais, mais j'essaie de m'améliorer. Et penses-tu que nous puissions faire fonctionner cela? Un milliardaire et une aide cuisinière. Ancienne aide cuisinière, possible future chef exécutive. Cela ne change pas le fait que nous venons de mondes complètement différents. Des mondes différents. Mais le même quai de déchargement. Cela devrait compter pour quelque chose. Morgan regarda le parking vide, le ciel qui commençait à s'obscurcir, les lumières du complexe clignotant au loin. Une condition, dit-elle. N'importe laquelle. Tu ne me mens plus jamais sur rien. Pas pour me protéger, pas pour éviter un conflit. Pas parce que tu penses que c'est mieux pour moi. Promis. Et si je mens, tu pourras me faire nettoyer la terrasse de nouveau, pendant une vraie tempête cette fois. Marché conclu. Elle tendit la main. Beckett regarda cette main. Les doigts, qui portaient encore de légères cicatrices de brûlure. La personne qui avait vu au-delà de l'uniforme, quand personne d'autre ne l'avait fait, il lui serra la main. « Partenaires ?» demanda Morgan. « Partenaires. Et le reste ?»« Le reste, nous le découvrirons en chemin, Morgan. » Saisit l'un des sandwichs du sac et prit une bouchée courageuse. Elle mâcha pendant 2 secondes, s'arrêta. « Beckett. »« Oui ?»« Ceci n'est pas une herbe. »« Ce n'en est pas une. C'est une feuille de laurier. » C'est la même chose. La feuille de laurier sert à cuisiner, pas à être mangée directement. Oh, tu as mis une feuille de laurier crue dans un sandwich. Pour ma défense, personne ne m'a expliqué la différence. Morgan posa le sandwich et commença à rire. Un vrai rire sans réserve qui résonna sur le quai de déchargement vide. Beckett rit aussi. Parce que c'était la seule chose qui avait du sens à ce moment-là. « Allez, » dit Morgan quand elle réussit à s'arrêter de rire. « Je vais t'apprendre à faire un sandwich décent. Maintenant. » Maintenant. La cuisine est vide. Tu es sûr? J'ai une histoire compliquée avec les cuisines. Je sais, mais tout le monde mérite une seconde chance. Elle se leva et lui tendit la main. Cette fois, ce n'était pas une poignée de main d'affaires, c'était une invitation. Beckett accepta, et alors qu'il marchait vers le complexe côte à côte, il réalisa que pour la première fois depuis longtemps, il ne prétendait pas être quelqu'un d'autre. Il était simplement lui-même, et c'était suffisant. 6 mois plus tard, le Cliffside Pacific Resort fut élu meilleur endroit où travailler en Californie par un magazine économique. L'article mentionnait un programme innovant de développement des employés, des avantages supérieurs à la moyenne, du marché et une chef exécutive qui avait révolutionné le menu avec des recettes créatives et une philosophie d'une cuisine qui nourrit l'âme. Ce que l'article ne mentionnait pas, c'est que chaque soir, après la fermeture de la cuisine, le propriétaire du complexe se présentait pour apprendre à cuisiner. Il ne connaissait toujours pas la différence entre la feuille de laurier
et les herbes fraîches. Mais il s'améliorait, et Morgan était là pour lui apprendre. Nous sommes arrivés à la fin du voyage de Beckett et Morgan. Si vous croyez que rien n'arrive par hasard, commentez le mot amour dans les commentaires. Profitez-en pour noter cette histoire de 0 à 10 et dites-moi, quelle a été votre partie préférée de cette histoire au complexe hôtelier?早安，这全新的吗？还是旧的？还是叫大家好像没开始倒数，没关系啊。一直咕咕叫，听了都肚子饿了，对不对？从这边直直走。上次拿的那个透明伞啊，忘了带走，基本上是挂在那个 U 拜那边，挂在那边，那应该被捡走。入门的话，那就好了。这个气松松到骨头，松到肉，松到筋络，然后后呢，这一个单独要做的法轮功，
对啊，一大整。这个是练气功，那刚刚那个是法轮功。拉筋气功哦，我不需要，我也需要去拉筋。老毛病又犯了，先奖励。有，真的有用。对，然后拢松起来。好病，那个开走，要等下一班。来不及了，不用跑啊！跑个毛线，来不及了。竟然来得及了。夜間教育、暗間教育。